Donc, suite à un certain nombre de défections justifiées ou mal justifiées, il reste 4 intervenants majeurs, néanmoins, qui sont sur cette table. Mohamed Reza Jalili, que vous avez déjà entendu, Jean Marcoux, que vous connaissez, Clément Terne et Hicham Mourad. L'ordre d'intervention sera d'abord Mohamed Reza Jalili, qui va nous parler du retour de l'Iran sur la scène internationale, et on lui a demandé, pour pallier une défection, de parler aussi un peu de l'Irak. Voilà, Mohamed Reza, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai passé une très mauvaise nuit parce que on m'avait demandé de parler du retour de l'Iran. C'est ce sujet qu'on a abordé en long et en large hier, en commençant par de la très bonne introduction de M. Ourcade, et puis on a parlé de ça, et puis toute la nuit je me demandais de quoi je vais parler. Alors, et puis tout à l'heure on m'a dit que je devrais un peu changer de sujet, je vais essayer de changer, compléter un peu le sujet. Bon, j'avais essayé de trouver des éléments qui peut-être avaient été peu discutés, etc., mais vraiment il y a très peu de choses qui restaient. Alors je me suis poser la question maintenant en fait, si je parlais un peu de la politique de conséquences régionales de l'accord sur le nucléaire, qui est enfin le point de départ de notre rencontre depuis hier. Alors, bon, il y a des conséquences globales, on en a pas mal parlé, il y a des conséquences économiques qui ont été développées à fond ce matin. Parlons maintenant des conséquences régionales. Alors, il faut savoir que les problèmes régionaux de l'Iran ne datent pas de la crise du nucléaire. Globalement, la crise du nucléaire a commencé en 2002 et s'est terminée, Inch'Allah, en 2015. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour le moment, c'est cela. Mais le problème de l'Iran avec son voisinage date bien d'avant cette date. Ça date en fait de la révolution islamique en 1979. Parce que dès que le nouveau régime s'est mis en place, même presque n'était pas encore tout à fait en place, ils ont commencé à attaquer 2 pays voisins, l'Arabie saoudite et l'Irak. Et globalement, la plupart des régimes musulmans du monde entier, parce que Khomeini pensait que tous ces régimes sont illégitimes, mais bon, ils étaient loin, donc ceux qui étaient tout près, c'était l'Arabie saoudite et l'Irak. Avec l'Arabie saoudite, le contentieux n'était pas, à l'époque, au départ, ce n'était pas chiite, sunnite, wahhabite, chiite, etc. Le problème, c'est que c'était d'abord un système monarchique. Khomeini était contre la monarchie. Ensuite, beaucoup plus important, Khomeini était contre l'idée que les lieux saints de l'islam soient gérés par la famille Al-Saoud. Il voulait internationaliser Médine et la Mecque, et il l'a dit, il n'a jamais caché de ça. Il n'a jamais, d'ailleurs, prononcé, c'est très amusant, il n'a jamais prononcé le mot Arabie saoudite. Il parlait d'Arabie. Donc il ne reconnaissait pas, en fait, les Saouds comme détenteurs de la souveraineté dans cet État. Et puis, troisième reproche qu'il faisait, il disait que ce n'est pas de l'islam, c'est de l'islam américain. Il ne parlait pas donc de wahhabisme. Tout ça, c'est venu plus tard, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ça allait très mal tout de suite avec l'Arabie saoudite. Et ça a été très mal avec l'Arabie saoudite pendant la décennie Khomeini qui prend fin en 1989, au moment de la mort du fondateur de la République islamique. Après, il y aura des changements, je reviendrai sur ces questions. Et puis, il y avait l'Irak. Alors, avec l'Irak, le problème de Khomeini était qu'il avait vécu 15 ans en Irak, il avait des liens avec l'Irak, il connaissait une partie du clergé irakien, il avait des relations pas tout à fait très bonnes, mais il avait des relations avec ce clergé. Et surtout, dès qu'il est arrivé au pouvoir en Iran, il a commencé à parler d'exportation de la révolution en Irak. Il y a eu des accrochages à la frontière, etc. Donc il y a une certaine provocation
de la part du régime par rapport à Saddam Hussein. Bien sûr, Saddam Hussein a fait une erreur, elle est tombée dans le panneau et a déclenché une guerre officielle. Donc il a une responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Mais les Iraniens n'étaient pas non plus des anges gardiens là, qui étaient une victime simplement. Il y avait eu de la provocation, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, la guerre est terminée. On peut essayer d'avoir une vision un peu critique de cette guerre. Et donc, ça a très mal commencé avec l'Irak. Et puis, il y a eu la guerre Iran-Irak. Guerre horrible, qui a duré 8 ans, 2 fois plus long que la Seconde Guerre mondiale. Guerre un peu de tranchées, guerre aussi après des missiles contre les villes, la guerre des villes, les attaques des villes, etc. Et puis il y a eu, on ne sait pas exactement, tout le monde dit 1 million de morts, je ne sais pas exactement vraiment combien il y a eu de morts, probablement plusieurs centaines de milliers des deux côtés. Et surtout du côté iranien, où on a envoyé beaucoup de jeunes recrues, de jeunes soldats, les bassidus, les mobilisés sur les champs de bataille, sur les champs de mines en fait. On les a envoyés sur les champs de mines pour pouvoir après faire rentrer l'armée. Alors il y a aussi tout un problème, c'est que le discours officiel de la République islamique à propos de la guerre Iran-Irak est un acte fondateur du régime et que, bon, ce n'est pas l'armée qui s'est battue, ce sont les gardiens de la révolution. Ce qui est absolument un non-sens. L'armée iranienne, tout ce qui restait de l'armée iranienne, s'est très très bien battu. Il y a eu énormément de victimes de leur côté. Les pilotes iraniens, l'armée nationale, Artesh, a fait aussi son travail, plus les gardiens de la Révolution qui ont profité de l'occasion pour se former, pour avoir une emprise dans les affaires de l'État. Et cette emprise n'a fait qu'augmenter jusqu'aujourd'hui, donc à partir de la guerre Iran-Irak. Donc avec l'Irak, des relations ont très mal commencé. Il y a eu une guerre abominable qui a duré 8 ans. Et après la guerre, il n'y a pas eu un traité de paix, il y a eu très peu, ce qui est extraordinaire dans la guerre Iran-Irak, c'est qu'il y a eu très peu de résolutions condamnant l'attaque. C'est vraiment, je crois qu'il y a eu 7 résolutions, je sais pas, c'est 40-50 pages. Si vous voyez la guerre suivante, la guerre du Koweït, vous avez une tonne de résolutions du Conseil. Parce que, pourquoi il faut le savoir, parce que l'Iran était tout à fait isolé sur la scène internationale. Et ce n'est pas simplement à cause du fait que les puissances étrangères soutenaient Saddam, mais parce que avant la guerre, l'Iran avait commencé à faire un acte contre tous les usages diplomatiques, c'est-à-dire la prise en otage des diplomates américains pendant 444 jours. À ce moment-là, vous savez, il y avait peu de gens qui officiellement, au Conseil de sécurité, se lançaient à défendre la politique iranienne. Donc l'Iran était très, très, très isolé sur la scène internationale, en commençant par la prise de l'ambassade américaine. Donc, durant la guerre, l'ensemble des pays du Moyen-Orient, mis à part la Syrie, ont soutenu Saddam Hussein, ont soutenu l'Irak de Saddam Hussein. Et donc, la guerre s'est terminée aussi sur, non pas une victoire, c'est une défaite des deux côtés, en fait. C'est ce que certains auteurs américains ont pensé qu'au fond c'était une bonne chose parce que tous les deux sont perdants dans cette guerre. Donc voilà, ça fut l'aventure qui commence en fait la politique régionale de l'Iran. Alors après la guerre et après la mort de Khomeini, il y a eu 2 présidents qui ont essayé de reconstruire les relations avec l'Arabie saoudite, Rafsanjani et Khatami. Progressivement, des contacts ont été établis, il y a eu des échanges de visites et ça a atteint son sommet en 1997, si je me rappelle bien, c'est-à-dire à l'époque, pour la première fois dans l'histoire de l'organisation de la conférence islamique, il y a eu un sommet islamique à Téhéran où il y avait les dirigeants saoudiens aussi présents à Téhéran. Et donc les relations se sont plus ou moins normalisées
avec l'Arabie saoudite, en tout cas pour un certain moment. Ça a commencé à se détériorer un peu plus tard, surtout après la présidence Khatami, donc après la venue au pouvoir de M. Ahmadinejad. Avec l'Irak, et alors là, c'est peut-être le sujet qui est intéressant, c'est que au début du XXIe siècle, en 2001 et 2003, les Américains ont fait 2 interventions militaires qui ont été au bénéfice de l'Iran. Ils sont intervenus en Afghanistan, après les attentats de New York et de Washington, et ils ont renversé les talibans. Et pourquoi c'est un avantage de l'Iran? Parce que les talibans étaient extrêmement anti-chiites, comme aujourd'hui Daesh. C'est exactement la même politique. Et la disparition des talibans sur le flanc est de l'Iran, c'était une bonne chose pour l'Iran. Mais ce qui était encore mieux pour l'Iran, c'est en 2003, quand Saddam a été renversé. Donc, M. Bush, sans le vouloir, sans le comprendre d'ailleurs, je pense d'ailleurs, avait fait un cadeau inestimable au gouvernement iranien qui a eu les mains libres désormais en Irak. Alors, cette période irakienne est extrêmement intéressante, à la fois à l'intérieur de l'Irak et aussi dans le monde arabe. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement sunnite irakien, le gouvernement bassiste, le gouvernement de Saddam Hussein est renversé, une autorité chiite apparaît en Irak. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Irak, même de l'Irak à l'époque de l'Empire ottoman, donc même avant l'existence de l'Irak comme État, comme quand il était quelques provinces orientales de l'Empire ottoman, pour la première fois, les chiites étaient au pouvoir. Ça a évidemment intéressé les Iraniens. Ça, ils avaient maintenant la possibilité de développer une influence à travers le chiisme en Irak. Mais en même temps, une année après, donc 2003, 2004, une année après, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois, on va parler de l'arc chiite. Qui est-ce qui lance cette idée d'arc chiite? Ce n'est pas du tout les Iraniens. Les Iraniens n'ont jamais parlé d'arc chiite. Même aujourd'hui, ils ne parlent pas d'arc chiite. C'est le roi de Jordanie qui, le premier, a évoqué l'apparition de cet arc chiite. Et il a été pris ensuite par votre ancien président, M. Moubarak, qui a aussi développé cette idée. Et à partir de là, ce problème de nouvelle fraction à l'intérieur du Moyen-Orient, de polarisation du Moyen-Orient entre chiites et sunnites est devenu un problème évoqué, même si les Iraniens ne voulaient pas d'arc chiite. Les Iraniens, pourquoi ils ne veulent pas d'arc chiite? Parce que la République islamique, c'est la République islamique, c'est pas la République chiite. Si vous voulez être chiite, ils auraient appelé la République chiite d'Iran. Ils ont voulu la République islamique parce qu'ils voulaient être le leadership du monde musulman révolutionnaire face au monde musulman conservateur comme l'Arabie saoudite, etc. Donc, c'est pas eux qui ont intérêt à faire ça. Mais ce discours d'arc chiite apparaît, et ça, c'est un problème sur lequel je vais revenir tout à l'heure, mais c'est un problème très important, à mon avis. Mais l'Iran avait quand même, à l'époque, surtout à partir de 2005-2006, une certaine, disons, un certain soutien populaire dans le monde arabe. Au-delà des États, au-delà des gouvernements, l'opinion publique arabe était favorable à l'Iran parce qu'il y avait le Hezbollah, et parce que le Hezbollah, créé directement, ou plus ou moins directement par l'Iran, avait contribué à une guerre avec Israël. En 86, vous vous rappelez, et cette guerre a été présentée comme un acte courageux des chiites face à Israël, alors que tous les États arabes s'étaient dégonflés, ils ne voulaient pas avoir de confrontation avec l'État hébreu. Donc ça a été très bien apprécié par l'opinion publique arabe, même si les États arabes n'étaient pas tous d'accord. Et de plus, il y avait M. Ahmadinejad.
Et M. Ahmadinejad faisait deux choses qui plaisaient beaucoup à l'époque à l'opinion publique arabe, c'est-à-dire d'abord il faisait un discours véhément anti-israélien, très grave, etc., malgré le fait que ça existait déjà à l'époque de Khomeini, mais il avait repris ça avec son style populiste particulier, et puis de plus on parlait de l'arme nucléaire iranienne. Et ça, c'est pour les Arabes. Certains Arabes pensaient que on va avoir une bombe atomique islamique au Moyen-Orient, donc ça sera contrebalancer la puissance nucléaire attribuée à Israël. Donc ça, est bien vu. Donc, malgré l'apparition du discours arc-chiite, l'opinion publique arabe est restée favorable à l'Iran. Ce qui a tout changé, c'est les printemps arabes. Les printemps arabes ont évidemment changé cette image de l'Iran, surtout à partir du moment où l'Iran... D'abord, les Iraniens n'ont pas parlé de printemps arabe, hein. Ils ont parlé de réveil islamique. Ils n'ont jamais employé l'expression de printemps arabe. Pourquoi? Mais ils n'aimaient pas cette expression, ils aimaient le réveil islamique, et ils étaient d'avis qu'au fond, ce qui se passe dans le monde arabe, c'est la reprise, la nouvelle étape de la révolution islamique, telle qu'elle avait eu lieu quelques années auparavant en Iran. Et puis, progressivement, il y a eu la crise syrienne et l'aggravation de la crise syrienne et la transformation de la crise syrienne en guerre civile. Et l'Iran a pris position pour le soutien à son seul allié dans le monde arabe depuis la guerre Iran-Irak, c'est-à-dire le gouvernement Assad à Damas. Et là, l'Iran a perdu une grande partie de sa crédibilité auprès de l'opinion publique arabe sunnite. Parce que, donc, il avait choisi le camp du soutien à Bachar. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc, là, il y a eu une discrédit et l'Iran a perdu ses avantages acquis au sein de l'opinion publique arabe. Mais ce qui est plus grave encore, à mon avis, c'est qu'à partir de cette intervention, à partir de l'éloignement de l'opinion publique arabe par rapport aux Iraniens, la politique étrangère de l'Iran, sans le vouloir, a été amenée à devenir une politique sectaire, une politique chiite, en Irak, bien sûr, en Syrie, d'une certaine manière, au Liban, etc. Plus tard, on les a accusés à Bahreïn, où il y a une population chiite importante, et aussi au Yémen, où il y a un schisme très, très particulier, le zéidisme, qui est le schisme le plus proche d'ailleurs du sunnisme. Mais enfin, tout cela. Donc, l'Iran s'est enfermé, à partir de là, dans les limites du monde chiite. Ce qui est évidemment, au point de vue de la politique étrangère, sans qu'il l'accepte d'ailleurs, ce fait accompli, ce qui est au point de vue de la politique étrangère d'un pays comme l'Iran, une erreur fatale, à mon avis. Parce qu'il n'est pas du tout dans l'intérêt national de l'Iran d'être le soutien uniquement on peut aider les chiites, on peut soutenir les chiites, mais ne pas être uniquement avoir une dimension chiite, parce que finalement la majorité musulmane dans le monde et même au Moyen-Orient est sunnite. Et de toute façon, les chiites sont minoritaires. L'intérêt national de l'Iran, c'est que par exemple l'Iran a de très bonnes relations avec tous les pays d'Asie centrale. L'Iran n'a pas pu jamais développer des relations importantes avec les pays d'Asie centrale, justement du fait du chiisme. Et si on devient aussi un État impliqué dans le chiisme, perd ses possibilités en Afghanistan, au Pakistan, en Asie centrale, etc. Donc, l'Iran a été enfermé dans cette limite chiite. Et les chiites, comme vous le savez, ne forment pas un bloc uniforme. Il y a énormément de divisions à l'intérieur du chiisme. Et tous les mondes chiites dont on parle sont aujourd'hui en crise, hein, mis à part l'Iran. Donc, ça coûte très cher
à l'Iran pour soutenir des mouvements dont l'avenir est très incertain. Vous voyez, donc tout ça a fait que l'engagement dans cette dynamique a fait perdre une dimension beaucoup plus globale de cette politique étrangère. Si vous me permettez, j'arrête là et puis après on pourrait revenir dans les questions sur... Merci beaucoup, professeur Jalili. Donc nous passons directement à l'intervention de Jean Marcoux donc, sur la Turquie, l'Iran et au-delà. Oui, alors effectivement, cette intervention à l'origine était prévue par le panel d'aujourd'hui et puis ensuite, vu l'importance du panel, j'avais laissé ma place et j'aurais dû modérer. Je remercie Jean-Paul d'avoir pris ma place, mais du coup je reviens, donc je suis content de pouvoir évoquer les relations turco-iraniennes. Je le disais tout à l'heure pendant l'émission de RFI, souvent en Turquie, on résume ces relations par ni amis ni ennemis. Alors il y a d'autres métaphores qui peuvent être utilisées. Dans ce domaine, on peut en utiliser beaucoup. Et je dirais que ces relations turco-iraniennes sont caractérisées par ce que disait tout à l'heure Mohamed Jalili, c'est-à-dire une certaine proximité culturelle, une certaine habitude de se côtoyer. Et ce que l'on dit quand on parle de ni amis ni ennemis, c'est qu'on rappelle au fond que ces deux pays ne se sont pas fait la guerre depuis le XVIIe siècle, depuis le traité de Kasr-el-Sherin, et que finalement la frontière entre la Turquie et l'Iran est l'une des plus vieilles frontières du monde. Je crois que c'est un tour de force parce qu'en même temps, quand on regarde ces deux pays, ce sont des puissances régionales, ce sont de vieux États. Et donc, finalement, en tant que puissance régionale, ils ont toutes les raisons, justement, aussi d'avoir des positions qui ne sont pas convergentes, des antagonismes. Et je vais essayer d'abord de mesurer la valeur de cette relation particulière au travers d'un premier développement qui sera essentiellement historique et qui vise qui nous amènera finalement jusqu'au gouvernement de l'AKP et qui vise à rappeler un petit peu les fondamentaux des relations entre ces deux pays. Et puis ensuite, j'essaierai d'aborder plus directement les questions les plus contemporaines, en particulier depuis justement les printemps arabes. Alors, historiquement, je crois qu'il y a une date à retenir. Généralement, dans les écoles françaises, tout au moins de mon temps, comme on disait, on apprenait 1515, la fameuse bataille de Marignan. Il y a une date à retenir, qui est facile à retenir pour tout le monde et qu'il faut connaître, c'est 1514, c'est la fameuse bataille de Chaldiran entre l'Empire séfévide et l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que, voilà, on perçoit la rivalité de ces deux puissances, une rivalité effectivement entre deux puissances ascendantes, entre deux leaders, Ismaïl Ier et Sélim Ier. Également, c'est un choc confessionnel. Alors, je ne dirais pas que c'est déjà l'arc chiite contre le bloc sunnite, mais c'est effectivement, il y a une dimension confessionnelle dans ce choc parce qu'on a d'un côté une théocratie qui est en train de se constituer, une théocratie chiite qui est en train de se constituer, et de l'autre côté le califat ottoman qui est en train de se constituer puisqu'il va venir de la récupération du titre de calife du pouvoir califal par Sélim Ier lors de sa campagne d'Égypte. Et donc, mais ce n'est pas non plus simplement un choc confessionnel, c'est un choc militaire aussi, parce qu'on a deux armées qui sont très différentes. Celle de l'Empire ottoman, qui est une armée plus moderne, qui utilise l'artillerie, qui utilise surtout une infanterie très puissante, constituée par les janissaires, et de l'autre côté, une armée qui est
qu'utilisent des techniques de combat turco-mongoles, en particulier celle d'une cavalerie d'archers extrêmement nombreuse. En plus, ces deux armées n'ont pas tout à fait le même nombre d'hommes, et finalement, effectivement, ce sont les Iraniens qui sont, les Séfévides qui sont défaits, mais ce qui est important, c'est que l'enjeu de cette bataille est aussi un enjeu surtout stratégique. L'enjeu, c'est la possession du Caucase, la possession de l'Irak. Et effectivement, cette bataille marque la prise de contrôle par la Turquie de l'Anatolie orientale, de l'Irak, et explique aussi ensuite sa conquête du Proche-Orient. Voilà, donc ça, je dirais que c'est un premier élément dans les fondamentaux des relations entre les deux pays. Ensuite, et notamment dans la période la plus contemporaine, au XIXe siècle, une autre période, et me semble importante, c'est effectivement la fin justement de ces empires et en tout cas la problématique de la modernisation qui se pose à la fin de l'Empire ottoman et qui est la même à la même époque pour l'Iran. Alors il y a des convergences et c'est d'ailleurs intéressant de voir que cette époque de convergence entre l'Iran va être aussi, et en particulier la période républicaine qui va suivre, va être aussi une période de convergence avec une autre puissance régionale qui est la Russie. Donc pourquoi ces convergences? D'abord pour des raisons bien sûr intérieures, la problématique des deux États et la modernisation, et de contenir finalement l'impérialisme occidental, la modernisation, et de ce point de vue-là, l'Iran, on le sait, a été très fortement influencé par l'expérience d'Atatürk, puisque beaucoup des réformes d'Atatürk ont été reprises par la dynastie Pahlavi ensuite. Mais ça tient aussi à des initiatives en matière de politique étrangère, et en particulier à la politique étrangère que mène Mustafa Kemal, qui est une politique justement d'indépendance nationale, politique du paix dans le pays, paix dans le monde, symbolisée par cette devise de Mustafa Kemal, et qui est une politique également qui encourage des pactomanies, ce qu'on appellera la pactomania, c'est-à-dire qui encourage des pactes visant à, autour de la nouvelle Turquie, à créer des zones de stabilité, en particulier le pacte de Saadabad, entre la Turquie, l'Iran et l'Afghanistan, mais qui a aussi des objectifs directement stratégiques, en particulier contenir la montée déjà effectivement de la question kurde dans les deux pays. Troisième période sur laquelle je voudrais insister, troisième période historique importante pour les fondamentaux des relations entre les deux pays, c'est effectivement la guerre froide et la fin du monde bipolaire. Cette convergence qui avait existé dans la période dont je viens de parler, eh bien, elle se poursuit par la suite au début de la guerre froide. Effectivement, la Turquie et l'Iran sont deux pays qui reconnaissent, sont les seuls pays musulmans à reconnaître à l'époque l'État d'Israël. Ce sont des alliés du monde occidental, ils font partie du pacte de Bagdad en 1955. Et la Turquie, de toute manière, s'est engagée dès 1952 dans l'OTAN. Et c'est intéressant de voir que cette convergence se poursuit parce que pour la Turquie, ça a été vraiment un tournant diplomatique. L'après-guerre a été vraiment un tournant diplomatique. C'est un petit peu la fin de la politique d'indépendance nationale d'Atatürk et l'entrée justement dans le bloc occidental. Et cette entrée dans le bloc occidental aurait aussi pu susciter des frictions des deux pays. Mais cette politique se poursuit, et elle se poursuit finalement jusqu'à 1979, c'est-à-dire jusqu'à la révolution islamique qui va constituer effectivement si ce n'est une rupture entre les deux pays, mais véritablement la fin de cette convergence, parce que effectivement la Turquie apparaît comme l'un des derniers piliers des États-Unis, piliers forts des États-Unis dans la région après la révolution islamique, et qu'en outre la Turquie redoute une sorte d'épidémie islamiste sur son territoire, à plus forte raison parce que elle connaît assez mal finalement le schisme duodécimain, et elle s'inquiète quand même de la présence très forte des Alévis sur son territoire,
qui sont effectivement une religion à part, mais liée au schisme, bien que cette crainte se soit révélée complètement infondée. Mais c'est quelque chose qui, justement, va créer un mauvais climat entre ces deux pays pendant les années 80, pendant les années 90, et même la fin du monde bipolaire. La fin du monde bipolaire et l'effondrement de l'Union soviétique ne va pas améliorer véritablement les relations entre les deux pays, parce qu'elles vont se retrouver aussi en concurrence, notamment en Asie centrale, pour influencer les anciens territoires de l'ex-Union soviétique. Alors voilà, hein, je dirais, quelques périodes historiques sur lesquelles je voulais insister pour justement illustrer ces fondamentaux des relations entre les deux pays. Alors, les développements les plus contemporains. Développement les plus contemporains, je vais insister tout d'abord sur la prise de pouvoir de l'AKP et l'illusion finalement d'un bon voisinage entre les deux pays. Je crois que la politique du zéro problème avec nos voisins d'Ahmed Davutoglu, Sıfır Sorun Politikası, a touché d'abord le voisin iranien pour des raisons économiques, en particulier la Turquie, et depuis les années 90, cherche finalement de l'énergie pour son développement, et elle est tombée, je dirais, sous une dépendance très forte du gaz russe. Elle cherche une diversification de ses approvisionnements en gaz. Également, elle touche, je dirais, l'Iran pour des raisons diplomatiques, parce que, justement, la Turquie mène, après, disons, plusieurs années après la prise de pouvoir de l'AKP, d'ailleurs, une politique de bon voisinage, en tout cas renoue des liens forts, ou essaye de renouer des liens forts avec le monde arabo-musulman. Donc cela va amener la Turquie à changer de position, notamment dans le conflit israélien, à rompre, enfin pas rompre ses relations diplomatiques avec Israël, mais enfin se détourner de celui qui était son meilleur allié et pratiquement son seul allié au Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël. Et tout cela, au départ, effectivement, est plutôt favorablement accueilli par l'Iran. Surtout, la Turquie va même mener au sommet, hein, je dirais, lors du sommet de cette politique du zéro problème avec nos voisins, une politique très ambitieuse, hein, notamment lorsque elle va se poser en médiateur du conflit nucléaire avec le Brésil et signer cet accord tripartite en mai-juin 2010, qui se pose un petit peu comme une alternative. Hein, la Turquie, nouvelle puissance régionale, nouvelle diplomatie émergente en quelque sorte, constate avec le Brésil que les solutions au conflit nucléaire proposées par les États-Unis ne fonctionnent pas, et donc que finalement des diplomaties émergentes comme le Brésil, comme la Turquie peuvent contribuer finalement à amener un règlement d'un certain nombre de conflits, en particulier du conflit nucléaire iranien. Et donc, cet épisode est effectivement un épisode marquant. Mais déjà, 2010-2011, c'est déjà le retour d'une certaine inconstance dans les relations entre la Turquie et l'Iran. Et cette inconstance, d'ailleurs, on la constate avant même les printemps arabes, dès la fin de l'année 2010. Dès la fin de l'année 2010, il y a le sommet de l'OTAN à Lisbonne, et la thématique du sommet de l'OTAN, c'est le problème du bouclier antimissile américain. Or, la Turquie, qui pourtant
est en train de se détourner, comme je le disais, avec Israël. Enfin même, il y a des incidents diplomatiques très graves, hein, avec le Mavi Marmara en 2010, entre la Turquie et Israël. Eh bien, la Turquie, finalement, accepte d'accueillir le bouclier antimissile américain. Et là, on sent bien, de la part de l'Iran, un énervement, je dirais, très, très fort, parce que cette Turquie qui la concurrence dans son rôle de premier adversaire d'Israël, qui la concurrence dans son alliance avec les Palestiniens, eh bien, en même temps, est un pays qui accepte le bouclier antimissile américain. Donc, effectivement, on assiste donc à un retour de cette inconstance, mais ce retour de cette inconstance dans la relation entre les deux pays va être, je dirais, causé aussi par, bien sûr, les printemps arabes, parce que les deux pays ont une approche différente, bien sûr, des printemps arabes. Reza Jalili a rappelé quelle était l'approche de l'Iran. Pour la Turquie, effectivement, c'est l'époque du modèle turc, c'est l'époque d'un espèce de grand prestige au début des printemps arabes de la Turquie comme alternative de régime possible aux anciens régimes qui se sont effondrés pendant les printemps arabes. Et bon, là encore, la concurrence est très forte. Donc il y a le retour de cette relation inconstante. Et puis surtout, je dirais, les printemps arabes vont générer de l'antagonisme purement et simplement entre les deux pays, avec justement le conflit syrien. Or, le conflit syrien, justement, les relations de la Turquie avec la Syrie, notamment dans le cadre de la politique du zéro problème, il faut bien voir que la Syrie avait été, on a parlé des relations avec l'Iran, mais encore plus la relation avec la Syrie avait été, je dirais, l'exemple le plus poussé du zéro problème avec nos voisins, parce que la Syrie était le pays avec lequel la Turquie s'entendait le moins, et qu'au sein même du monde arabe, quand on parle de rapprochement dans le monde arabe, le rapprochement de la Turquie avec les autres pays arabes a été assez inégal, mais avec la Syrie, c'est quelque chose qu'on a déjà oublié, hein, mais regardez les relations turco-syriennes entre 2009 et 2011. Ce n'est pas seulement des relations d'État à État, c'est des relations de chef d'État à chef d'État, c'est des relations d'ailleurs de couple au pouvoir à couple au pouvoir. Donc c'est une relation qui était extrêmement proche, et donc le conflit syrien, justement, remet totalement en cause cette situation, et donc le conflit syrien, d'ailleurs, est le début de la fin de la politique du zéro problème. Alors, quels sont les derniers développements et les perspectives contemporaines, puisque je crois que j'atteins le bout de mon intervention. Je crois que la Turquie a accueilli favorablement l'accord sur le nucléaire. Pouvait-elle faire autrement? Cet accord sur le nucléaire a d'ailleurs bien montré, d'une certaine manière, la crise que traversait diplomatiquement la Turquie au Moyen-Orient. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé entre 2010 et 2015, la Turquie jouait un rôle très important, enfin avait réussi à prendre une place dans le conflit nucléaire, le règlement du conflit nucléaire par cet accord tripartite dont je parlais en 2010. Or, justement, la guerre en Syrie va marquer... va être le conflit syrien et ses suites vont être une suite de déconvenues pour la diplomatie turque, et va marquer au contraire un recul de la diplomatie turque pratiquement jusqu'à maintenant. Et on assiste effectivement, comme le disait Bernard Hourkade tout à l'heure, au grand retour de la Turquie, notamment depuis la fameuse opération Bouclier de l'Euphrate qui a été lancée cet été, qui a vu les troupes turques entrer en Syrie, notamment pour appuyer des rebelles syriens et faire reculer, chasser Daesh de la frontière turque. Donc, la Turquie a accueilli favorablement l'accord sur le nucléaire, et après cette
crise, cette déconvenue de la politique du zéro problème avec nos voisins, on peut dire que l'Iran accueille aussi favorablement le retour de la Turquie à un certain réalisme, à la fin de l'idéalisme un petit peu débridé d'Ahmed Davutoglu. Vous savez que Binali Yıldırım, le Premier ministre actuel, qui est effectivement un pragmatique parce qu'il dirigeait les autobus de mer, accompagné des autobus de mer de Erdogan, et qu'il a été le ministre des Transports de Erdogan pratiquement jusqu'à présent, hein, et a défini la politique étrangère turque comme la politique désormais du plus d'amis que d'ennemis. Bon, on peut dire que toutes les politiques aimeraient avoir plus d'amis que d'ennemis, mais c'est une manière finalement de dire on va être très concret, on va être très pragmatique, on va négocier dossier par dossier. Donc l'Iran n'a pu qu'apprécier aussi la stabilisation finalement des relations entre la Turquie et l'Iran, même si je pense que les raisons de cette stabilisation sont beaucoup plus des raisons économiques que politiques, et peut-être d'une certaine manière la Russie et la Turquie apprennent actuellement à faire ce que l'Iran et la Turquie ont fait pendant des siècles, c'est-à-dire qu'on peut être en désaccord sur le plan stratégique, mais qu'en même temps on n'est pas obligé de se faire la guerre et qu'on peut se parler et qu'on peut résoudre ces conflits autrement. Disons qu'à l'heure actuelle aussi, pour la Turquie et l'Iran, il y a, je dirais, tout un tissu de relations économiques qui existent et qui sont très importantes, on le voyait ce matin. Et il y a à l'heure actuelle, depuis l'accord de l'année dernière, des ambitions qui sont importantes, hein, notamment l'idée étant de tripler le volume du commerce extérieur, comme l'a annoncé Bülent Tüfekci, le ministre turc du Commerce en juin 2016. Il y a des projets qui sont en cours, notamment construction de centrales thermiques par les Turcs, également développement de projets dans le domaine de la téléphonie mobile. Dans le tourisme, effectivement, je souscris à ce que disait tout à l'heure Mohamed Reza Jalili. Il y a eu pour la première fois une ruée de touristes iraniens lors de la dernière Aïd el-Fitr sur les bords du lac de Van, et ils ont été quelque peu déçus, comme je l'ai été très souvent, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de plage, ils se sont plaints parce qu'on ne trouve pas de plage, effectivement, sur les lacs de Van, mais il y a là, pour la Turquie aussi, une matière justement à développement des relations entre les deux pays. Et puis, mais alors, ce que je voulais dire pour conclure, Monsieur le Président, c'est que ces perspectives favorables ne doivent pas faire oublier qu'effectivement des antagonismes demeurent sur la crise syrienne, que finalement les anciens positions antagonistes sont en train de se reconstituer avec la restauration des liens entre la Turquie et Israël. D'ailleurs, les deux pays viennent d'échanger des ambassadeurs au cours des derniers jours, et surtout depuis 2015 avec le développement très important des relations, et peut-être atypiques, parce que je suis d'accord effectivement avec ce que disait Mohamed Reza Jalili. Il est plus aberrant de voir la Turquie se tourner vers l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite est un pays sunnite, bon, c'est pas du tout la même école de sunnisme, que justement vers l'Iran. Et là, il y a quand même des développements qui sont assez volontaristes de la part du gouvernement actuel. Notamment, on a vu la participation de Recep Tayyip Erdogan l'année dernière aux obsèques du roi Abdallah. Il a même interrompu une tournée africaine. Surtout le soutien appuyé d'Ankara à l'opération Tempête décisive, avec même des mises en garde contre l'Iran. Également, le refus, j'en parlais tout à l'heure, de réagir officiellement à l'exécution du cheikh Nim Bakr al-Nim. Recep Tayyip Erdogan a dit « je n'ai pas à réagir sur cette affaire, c'est une question politique intérieure ». Et donc je crois que finalement les relations turco-iraniennes d'une certaine manière ont repris un petit peu leur cours, faites justement de ces convergences très fortes, ces opportunités très fortes, parce que ce sont deux voisins qui se connaissent bien, et finalement le maintien par la force des choses
des antagonismes régionaux. Voilà, on pourra aller plus loin là aussi bien sûr, mais je vous remercie pour votre attention. Bien, merci monsieur le professeur de n'avoir que très légèrement dépassé le temps qui vous était imparti. Pour compenser le temps que nous avons passé devant l'excellent buffet iranien, nous passons tout de suite à l'intervention suivante de Clément Terme. Donc je vous rappelle que Clément est chercheur à l'Institut international de recherche stratégique de Londres, actuellement en poste à Manama au Bahreïn. Et il va nous parler donc des relations entre Téhéran, Moscou et les questions du Golfe. 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est très peu de temps pour un sujet aussi vaste. Mais je voudrais commencer, quand je travaille pour un institut de recherche britannique, vous savez que les Anglais, les Américains donnent le résultat, l'aboutissement de leur réflexion dès l'introduction. Donc je vais vous livrer déjà la conclusion. Donc je dirais que la République islamique a partiellement réussi à dépasser la rivalité historique avec l'ennemi russe, et ils ont réussi là où les communistes du Tudeh ont échoué. C'est-à-dire que pendant l'existence du parti Tudeh, donc du parti communiste iranien, la Russie bénéficiait d'un relais favorable pour la première fois dans les relations bilatérales entre les deux pays en Iran, au sein de l'opinion publique iranienne. Mais ils n'ont jamais réussi à parvenir en fait à un rapprochement avec Moscou pendant la période de la guerre froide, parce que le Shah était ancré dans le camp occidental et que le Tudeh était exclu de la vie politique. Et les islamistes, je pense qu'avec la guerre civile en Syrie, comme l'a dit le professeur Djelili dans l'émission de RFI, ce contexte a permis un nouveau rapprochement, une nouvelle entente tactique entre l'Iran et la Russie. Et je pense que c'est un succès relatif pour la politique extérieure de la République islamique. Une date importante dans l'histoire des relations entre les deux pays, comme il y a cette date pour la Turquie et les relations turco-iraniennes, la date qui est majeure pour les relations irano-russes, c'est 1828, le traité de Turkmenchai, qui est une humiliation nationale pour les Iraniens. Et si on met en rapport Turkmenchai et ce que je viens de dire sur les communistes et les islamistes, c'était un défi qui n'était pas gagné d'avance. Parce que l'opinion publique iranienne, encore aujourd'hui, il y a des sondages qui ont été conduits ces dernières années par les Russes, plus de 90% des Iraniens ont une image négative de la Russie, selon les sondages russes. Hein. Donc, à prendre avec des précautions, mais quand même, moi-même ayant vécu en Iran pendant assez longtemps et travaillant sur ce sujet, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas une appétence, une envie, si vous voulez, même de développer les relations économiques avec l'Iran. Donc c'était un challenge qui était assez difficile. C'est aussi intéressant d'avoir cette présentation à la suite du professeur Marcoux, parce que dès l'instauration des relations diplomatiques entre les deux pays en 1521, à l'époque de Shah Ismaël, et là je vais citer l'historien français Jean-Louis Baquet-Gramont, qui a publié un très beau livre qui s'appelle « Les Ottomans, les Safavides et leurs voisins », contribution à l'histoire des relations internationales dans l'Orient islamique de 1514 à 1524. Et il explique que dès le début de l'époque safavide, le Shah Ismaël s'efforce de développer des relations avec des interlocuteurs chrétiens, adversaires traditionnels ou potentiels des sultans d'Istanbul, ceci en vue d'une action commune contre ces derniers. Donc on voit que dès le début, l'alliance, ou l'entente, la première entente à l'époque safavide entre la Perse et la Russie se dirigeait contre les Ottomans. Donc il y a vraiment cette dimension trilatérale dans l'histoire des relations entre les empires ottomans, safavides et russes, tsaristes. Le point qui est aussi intéressant, et là je voudrais évoquer la boutade que fait Bernard Ourcade d'habitude sur le commerce extérieur iranien entre Shah Abbas et la République islamique. S'agissant du commerce irano-russe, on voit quand même des différences entre l'époque safavide et aujourd'hui. À l'époque safavide, les marchands iraniens vendaient en Russie de la soie, des vêtements de luxe, des fruits, des épices, et les Russes fournissaient à l'Iran du cuir, des fourrures et des métaux. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'armements lourds, de coopération militaire, de nucléaire civil. Donc là, sur ce cas précis de relations bilatérales, on voit quand même quelques différences entre cette période et aujourd'hui. Donc en ce sens, il y a quand même une évolution dans le commerce international de la République islamique. Sur l'évolution des relations, donc là aussi, on va avoir un point commun avec la Turquie, une expérience historique très difficile au XIXe siècle. Donc j'évoquais Turkmenchai. Donc l'Iran et la Turquie partagent cette expérience historique négative avec leurs voisins du Nord. Ensuite, au XXe siècle, à l'époque Pahlavi, l'ancrage dans le camp occidental, et là je vais passer rapidement pour arriver aux problématiques plus contemporaines, se fait dans l'idée qu'en fait la principale menace
à l'intégrité territoriale de l'Iran, c'est la Russie. Donc la politique russe d'extension vers les mers chaudes, et que pour lutter contre cette politique, il faut s'entendre soit dans un premier temps avec la Grande-Bretagne, jusqu'en 1953, et ensuite avec les États-Unis. Donc c'est l'idée du Shah. Mais dès 1962, il poursuit une stratégie d'indépendance, donc son modèle c'est Charles de Gaulle à l'époque, et il y a dès 1962 un rapprochement avec l'URSS pour dégager des marges de manœuvre dans ses relations avec la superpuissance américaine. Et donc on voit des coopérations se développer, notamment la Syrie d'Isfahan, même des coopérations militaires même limitées avec l'URSS. À la veille de la Révolution, compte tenu de ces relations cordiales de bon voisinage entre les deux pays, l'URSS est très prudente vis-à-vis de la révolution islamique. Les communistes soviétiques sont divisés entre ceux qui pensent qu'il est préférable d'avoir une dictature bourgeoise qui conduira à la fin, in fine, à une révolution du prolétariat iranien, qui est une évolution nécessaire, puisque dans cette vision, le fait que la paysannerie domine encore en Iran est un obstacle à la propagation du communisme. Donc il faut mieux que la dictature bourgeoise parvienne à produire ce prolétariat. Donc il vaut mieux patienter un peu plus, plutôt que se précipiter dans un mouvement révolutionnaire qui pose question. Mais il y a aussi une autre tendance développementaliste qui pense que c'est une perte majeure pour les États-Unis, le Shah d'Iran, et donc il faut quand même appuyer la révolution et utiliser le tout-dé pour pouvoir influencer le mouvement révolutionnaire. Donc les services russes, le KGB, etc., essayent de coopter la gauche iranienne à cette période-là. Et c'est vrai qu'en 1983, la République islamique réagit brutalement et expulse les diplomates soviétiques de Téhéran. Donc on voit que dans les années 80, les relations sont quand même très difficiles. Il faut ajouter à cela le fait que l'Union soviétique soutient Saddam Hussein, avec l'Inde, par exemple. Et donc l'Iran a des difficultés à surmonter son hostilité nouvelle avec les États-Unis. Parce que le principal changement, et c'est là que le basculement commence pour la transformation de la Russie en partenaire potentiel, c'est que les révolutionnaires iraniens désignent les États-Unis comme la principale menace pour la sécurité nationale du pays. Et à partir de ce moment-là, il devient difficile de s'opposer également avec la même intensité à l'URSS. Mais comme il y a une concurrence idéologique entre les deux pays et cette menace communiste pour les islamistes iraniens à l'intérieur, il n'y a pas de possibilité d'entente jusqu'à la fin de la guerre froide. Dès la fin de la guerre froide, on voit par contre un accroissement des échanges bilatéraux et une proximité même entre les régimes politiques. Donc on a parlé de proximité culturelle entre l'Iran et la Turquie, et là j'appellerais une affinité politique. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes d'autocratie élective, donc d'oligarques. D'un côté, c'est des oligarques religieux, de l'autre côté, c'est des oligarques laïques, mais sont quand même des ayatollahs très puissants sur le plan économique, et beaucoup de points communs entre le fonctionnement économique des deux pays et politique, avec l'influence, par exemple, d'une économie rentière sur le fonctionnement du système politique, la redistribution de la rente, et ce rapprochement est d'autant plus visible depuis 2012 et le retour de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie. Et là, on voit le basculement, ce que j'appelle la nouvelle entente irano-russe. Et il y a des éléments convergents, notamment avec le changement de politique de Vladimir Poutine qui développe une politique de semi-confrontation avec les États-Unis, qui rejoint un peu la politique de la République islamique de Rouhani, qui évolue d'une politique de confrontation systématique avec les États-Unis à une politique de semi-confrontation, un peu sur le modèle russe, avec plus de subtilité. Donc les affinités et le dialogue politique s'intensifient à partir de 2012. Ensuite, il y a la crise d'Ukraine qui dégrade encore plus les relations entre la Russie et les États-Unis. Ça, c'est le deuxième facteur du rapprochement. Et le dernier sur lequel je vais m'étendre un peu plus dans la limite du temps qui m'est imparti, c'est la crise syrienne. Et la crise syrienne, en fait, manifeste le nouveau ciment, je dirais, de l'entente irano-russe, c'est l'opposition aux salafistes que les Iraniens appellent les takfiris. Donc ce sont les excommunicateurs, ceux qui disent qui est musulman et qui ne l'est pas. Et on voit que cette entente n'est pas totalement nouvelle, puisque déjà dans les années 90, contre les talibans en Afghanistan, à une époque où les Occidentaux n'étaient pas du tout clairs vis-à-vis des talibans, où je vous rappelle que l'Arabie Saoudite a reconnu le nouveau régime à Kaboul en 1996, l'Iran et la Russie s'opposaient déjà aux talibans en Afghanistan. Et on va retrouver ce modèle afghan
dans la mise en œuvre et dans la conceptualisation de la politique russe et iranienne en Syrie, en disant finalement, on a le choix entre un régime pro-saoudien à Damas ou le maintien du régime en place. Et donc ce récit russo-iranien sur la guerre civile en Syrie va se développer, et aujourd'hui, il semble victorieux pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le choix du président Obama de ne pas intervenir militairement dans la crise syrienne, qui a donné un espace de respiration à la Russie et à l'Iran. Il y a aussi le fait qu'en Syrie, les djihadistes, donc ce que l'Iran appelle les takfiris, sont très anti-chrétiens. Donc il y a une intolérance, par exemple, si vous regardez les écrits de Daesh et des Wahhabites, il y a une dimension d'opposition aux minorités qui est très importante. Et donc c'est devenu un élément majeur de la politique de la Russie depuis 2012. Et ça rejoint, si vous voulez, un dialogue qui existe depuis très longtemps, par exemple, entre les catholiques, le Vatican et les mollahs iraniens, l'orthodoxie russe et les mollahs iraniens. Donc les chiites, en tant que minorité dans l'islam, ont eu une affinité aussi avec ces minorités chrétiennes au Moyen-Orient. Il n'y a jamais eu de problème d'ailleurs. Enfin, il y a des problèmes, mais il n'y a pas le même niveau de problème pour les minorités en Iran que l'on peut retrouver dans d'autres pays du Moyen-Orient. Il y a une certaine tolérance relative, évidemment. Donc là aussi, il y avait une convergence qui était importante. Et pour la Russie, il était plus facile de s'entendre avec l'Iran chiite parmi les pays musulmans qu'avec les sunnites, puisque la Russie a une population de 20 millions de musulmans sunnites, et une partie d'entre eux rejoignent Daesh, etc. Donc l'Iran apparaît comme un partenaire fiable, etc., dans le monde musulman par rapport à la politique étrangère russe. Je voudrais aussi introduire certaines limites, et c'est là où je vais aborder la question des pays du Golfe, parce que l'Iran a cette obsession désormais anti-saoudienne qui, à mon sens, a dépassé l'obsession anti-américaine. Et c'est ça qui explique aussi le nouveau contexte et le rapprochement régional entre l'Iran et la Russie, parce que je pense qu'il se limite à la sphère régionale. Même s'il y a des projets dans le militaire, on va le voir par exemple avec l'affaire de la base militaire et le fait que la Russie a utilisé la base militaire, c'est très gênant pour les Iraniens de laisser une puissance du Conseil de sécurité utiliser une base militaire sur le territoire national alors que c'est interdit par la Constitution. Alors bien sûr, le président du Parlement iranien a produit un discours qui est digne des plus grands sophistes pour justifier l'utilisation de la base militaire à partir de la constitution iranienne. Mais en termes de soft power de l'Iran, qui a construit toute sa diplomatie contestataire de l'ordre international, c'est quand même très difficile. Et par rapport à la doctrine militaire également, qui est en tout cas officielle, l'Iran refuse que toute puissance extérieure au Moyen-Orient intervienne dans l'architecture de sécurité régionale. Donc comment justifier le nouveau militarisme russe? Donc je vous rappelle que l'intervention russe de 2015 en Syrie est la première intervention russe hors de ses frontières, hors de l'ancien espace soviétique, depuis la guerre d'Afghanistan. Donc quand on a condamné la guerre américaine de Bush, etc., comment justifier la guerre de Poutine en Syrie, quand on est l'Iran de la République islamique? Donc c'est l'islam, des takfiris, c'est les salafistes, etc. C'est le grand récit contre l'Arabie saoudite. Donc là, il y a cette nouvelle convergence, mais les limites, c'est que les Russes, eux, souhaitent entretenir des bonnes relations avec l'ensemble des acteurs du Moyen-Orient. Donc même les acteurs qui sont anti-iraniens, comme l'Arabie saoudite, Israël, le Royaume du Bahreïn, les Émirats arabes unis, etc. Donc la Russie, pour préserver ses relations avec les rivaux iraniens au Moyen-Orient, ne peut pas construire une alliance avec l'Iran, ne peut pas s'enfermer dans le schéma diplomatique de l'Iran en tant que puissance régionale au Moyen-Orient et se limiter à ce cadre-là. Donc il n'y aura pas, à mon sens, et là je rejoins le professeur Jalili qui a dit qu'il ne voyait pas d'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie tout à l'heure, je pense également qu'on va se limiter à une entente tactique, conjoncturelle, et qui est très sensible aux facteurs externes, que ce soit le contexte de la guerre civile en Syrie, le facteur israélien, positif et négatif. Sur les relations donc, entre la Russie et les pétromonarchies du Golfe, donc, je l'ai dit, le risque pour la Russie, c'est d'apparaître comme soutien de ce qu'on a appelé tout à l'heure l'arc chiite des sunnites. Et le principal risque s'est produit. L'année dernière, des mollahs sunnites wahhabites d'Arabie saoudite ont appelé au djihad, à la guerre sainte contre la Russie. Donc il peut y avoir des effets négatifs aussi à ce que la Russie appelle son combat contre le terrorisme en Syrie.
Donc pour limiter ces effets négatifs, il y a aussi une stratégie parallèle de rapprochement et de dialogue avec les pétromonarchies du Golfe, notamment les ventes d'armes. Ce qui permet aussi aux pétromonarchies du Golfe de dégager des marges de manœuvre dans leurs relations avec les États-Unis d'Obama, qui sont perçus comme un allié moins conciliant que les républicains, par exemple, qu'il y avait à l'époque de George W. Bush. Donc là, on voit que l'ensemble des acteurs de la région ont intérêt à ce retour de la Russie au Moyen-Orient. Et l'Iran, encore une fois, en raison des contraintes qu'il s'impose à lui-même du fait de son anti-américanisme, ne peut pas se dégager des marges de manœuvre, encore une fois, dans ses relations avec la Russie, même s'il y a un progrès relatif avec l'ouverture du président Rouhani et le nouveau dialogue avec l'Europe. Pour l'Iran, la seule issue pour limiter sa dépendance vis-à-vis de la Russie, c'est les relations avec la Chine. Bernard Ourcade l'a évoqué tout à l'heure dans l'émission de RFI, Go East. Parce que la Chine apparaît finalement comme un concurrent potentiel des entreprises russes en Iran, notamment dans les coopérations militaires, le secteur du nucléaire civil, qui sont des domaines dans lesquels les entreprises occidentales refusent de travailler. Donc la seule alternative pour l'Iran à la Russie, c'est la Chine. Et on voit ce basculement vers l'Asie, du commerce international de l'Iran, et même une conceptualisation nouvelle, c'est ce que l'Iran appelle le triangle asiatique. Donc, et la Russie en fait partie. Il y a la Russie, le Japon et l'Inde. Parce que souvent, on dit que pour l'Iran, le modèle, etc., à imiter, c'est la Chine. À mon sens, c'est faux, c'est le Japon. C'est un exemple de modernité réussie non occidentale. C'est ce qu'on a appelé dans un article avec Thierry Kellner, les ententes multipolaires de l'Iran, et cette volonté de l'Iran de contourner l'impérialisme américain, qui est très puissant, on le voit dans les présentations de ce matin, avec les États-Unis qui limitent les possibilités des entreprises européennes pour travailler en Iran. Les seuls à même à résister à ces pressions aujourd'hui, ce sont les puissances non occidentales du Conseil de sécurité. C'est pour ça que tant qu'il y aura cette contrainte américaine, les relations avec la Russie vont continuer, mais je pense que le succès relatif que j'ai évoqué en introduction de dépassement de la rivalité historique est quand même à certaines limites que j'ai évoquées, mais aussi une limite du fait de l'absence de confiance. Donc même s'il y a des déclarations des dirigeants iraniens, on voit que dans la pratique des relations irano-russes, même s'il y a des progrès, la confiance reste limitée, et cela se manifeste par l'écart, par exemple, entre les ambitions en termes de commerce, les projets qui sont sans cesse évoqués, mais jamais réalisés. L'objectif de 40 milliards de dollars de commerce me paraît complètement irréaliste entre les deux pays. Aujourd'hui, on a entre 1 et 2 milliards, et on assiste à une baisse du commerce bilatéral ces dernières années entre les deux pays. Donc pour conclure, je dirais que l'entente est avant tout régionale et contextuelle. Je vous remercie. Bien, merci pour cet exposé et le strict respect du temps imparti. On progresse. Dernier intervenant, donc Hicham Mourad, à ma gauche. Donc Hicham Mourad est directeur du Master Relations internationales de l'Université française d'Égypte au Caire, donc est un partenaire de Sciences Po Grenoble. Et Hicham va nous parler des relations égypto-iraniennes en introduisant un peu l'Arabie Saoudite aussi dans cette affaire. Voilà, Hicham. Merci, Monsieur le Président. Donc, voilà, c'est bon. Notre sujet que je vais évoquer, c'est les rapports entre l'Iran et l'Égypte. Je prends le point de vue égyptien et bien sûr, je vais évoquer bien sûr également l'Iran et l'Arabie Saoudite, puisque en fait, c'est un rapport un peu triangulaire. Il n'y a pas de rapport Iran-Égypte uniquement, mais c'est l'Arabie Saoudite qui intervient, en fait. En quelque sorte, c'est un facteur déterminant dans la définition de ces rapports. Pour commencer, je dis que les rapports avec l'Iran, le rapport de l'Égypte avec l'Iran, pose un dilemme à l'Égypte. C'est un vrai problème, difficile à gérer. Je vais m'expliquer, mais avant, je vais donner un petit aperçu historique rapide. Les rapports de l'Égypte avec l'Iran, depuis les années 70, étaient trop proches. C'est de l'époque du Shah d'Iran et du président Sadat. Il y avait une sorte presque d'alliance favorisée par leur alliance respective avec les États-Unis. C'était essentiellement ça. Ils se sont rapprochés très fortement.
Et jusqu'à la révolution iranienne en 1979, l'Égypte avait accueilli, bien sûr, le Shah d'Iran une première fois, puis il est reparti aux États-Unis, il a fait un tour, puis il est revenu. Quand il était rejeté, il ne trouvait pas de refuge. Donc il est revenu en Égypte, où il est mort et il est enterré en Égypte, au Caire. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième, bien sûr, ça c'est un facteur qui a provoqué la rupture des rapports entre l'Égypte et l'Iran. Le deuxième facteur très important, c'était bien sûr la conclusion du traité de paix. D'abord, l'accord de Camp David en 1978, puis l'accord de paix égypto-israélien en 1979. Bien sûr, avec la rhétorique, le discours anti-israélien de la révolution islamique en Iran, ça a provoqué une rupture, donc rupture des relations diplomatiques. On avait deux facteurs, l'accueil du Shah, qui ne trouvait pas, alors que l'Iran demandait son extradition. Bien sûr, Sadat a fait la sourde oreille à cette réclamation, à cette demande, et depuis, les rapports sont interrompus depuis 1980. Et maintenant, on a 36 ans. Il y a des chargés d'affaires, mais les rapports sont rompus et il y a une hostilité très marquante qui a été ensuite alimentée par la guerre Iran-Irak. L'Égypte, bien sûr, prenait la position de l'Irak en raison de son alliance avec les pays du Golfe. Donc toute cette période, toute cette époque, après, ça a été également alimenté par un discours un peu sectaire, anti-chiite, etc., au gré des événements de l'actualité. Donc, on est en présence d'une rupture des rapports depuis 36 ans, qui sont bien sûr les rapports aujourd'hui, enfin en tout cas, les rapports actuels, si elle existe bien sûr, mais elle porte les stigmates de ce passé, assez hostile, et bien sûr, il y a également le présent, les obstacles du présent. Je vais parler d'abord parce qu'on parle actuellement d'un certain rapprochement. Toutes les tentatives, il y avait, pour terminer sur la partie historique, il y avait des tentatives de rapprochement, toujours des tentatives timides de rapprochement entre l'Égypte et l'Iran, mais qui n'ont jamais abouti. Parce que justement, il y a des obstacles, il y a des facteurs structurels qui empêchaient en fait ce rapprochement ou ces tentatives d'aboutir. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle tentative, je dirais, plus ou moins timide, de rapprochement entre l'Iran et l'Égypte. Il y a deux facteurs essentiels qui expliquent pourquoi ce rapprochement. Un rapprochement dans les positions. Il n'y a pas, bien sûr, de rétablissement des rapports, mais il y a des rapprochements dans les positions régionales. C'est la crise syrienne. La crise syrienne, d'abord, le numéro un, le premier facteur, c'est la crise syrienne. On sait bien sûr que l'Iran soutient le régime de Bachar el-Assad et qu'elle combat avec lui, à ses côtés, les forces de l'opposition, etc. L'Égypte, de son côté, actuelle, pas actuelle parce que ça a passé par des époques un peu différentes, mais je peux revenir un petit peu. L'Égypte actuelle, le régime actuel en Égypte, soutient secrètement le régime de Bachar el-Assad également. Ils veulent clairement le maintien du régime syrien, pour plusieurs raisons, mais la raison majeure, c'est que pour l'Égypte, et ça c'est un facteur qui détermine un petit peu sa politique interne, et c'est la clé un petit peu de sa politique intérieure et sa politique extérieure. C'est une hostilité viscérale aux islamistes en général et aux frères musulmans en particulier. Donc tout ce qui touche aux islamistes, elle est hostile. On peut tout de suite prévenir la position de l'Égypte. Donc, le calcul que fait l'Égypte, le régime actuel, concernant la crise syrienne ou la guerre civile en Syrie, c'est qu'une chute éventuelle de Bachar el-Assad devrait ouvrir la voie de pouvoir aux islamistes, ou au moins un partage du pouvoir avec les islamistes. Donc, il faut à tout prix empêcher cette éventualité. Donc, il faut soutenir le régime de Bachar el-Assad. Ça, c'est le calcul que fait le régime égyptien. Donc, il se rapproche de ce point de vue de la position de l'Iran, de la position de la Russie. Et il y a des indices qui le montrent, en fait. Il y a plusieurs indices qui le montrent. Ce soutien un peu discret, plus ou moins. D'abord, il y a, premier indice, il y a un soutien militaire, qu'on n'en parle pas. Bien sûr, il ne se mesure pas au soutien qu'apporte, bien sûr, la Russie ni à l'Iran, bien sûr, mais ils apportent des armes légères, des munitions, des missiles à courte portée égyptiennes au régime syrien. Et ça date d'ailleurs
depuis 2011, c'est-à-dire depuis le printemps arabe, entre guillemets, depuis les révoltes arabes à partir de 2011. Il y avait d'abord une période transitoire, le conseil militaire qui gouvernait l'Égypte pendant 1 an, 18 mois exactement. Il a porté des aides militaires au régime de Bachar el-Assad. Ça a été interrompu pendant l'intermède des frères musulmans. Ils ont passé 1 an au pouvoir. Ça a été interrompu, puisque l'Égypte, à ce moment-là, ils ont changé de position. Ils ont été très hostiles au régime de Bachar el-Assad. Mais une fois les frères musulmans destitués et le retour un petit peu des militaires au pouvoir, donc il y a une reprise encore plus forte de ce soutien militaire. C'est la première chose. Deuxième indice, il y a une coopération sécuritaire. On sait par exemple que le chef des renseignements syrien, Ali Mamlouk, qui est un peu interdit bien sûr de voyager, de sortir de son pays, il s'est rendu plusieurs fois en Égypte. Au début, c'était un peu plus secret, ce sont des voyages un peu secrets, mais actuellement, ils ne font plus le secret, ils ne gardent plus le secret. La dernière visite en date, c'était en la deuxième moitié d'octobre dernier, il était en Égypte. On l'a évoqué, qu'est-ce qu'il discutait? Il discutait de la lutte contre le terrorisme. On comprend très bien qu'il s'agit de la lutte contre les islamistes, les radicaux, etc. Daesh, bien sûr, en partie. Surtout, mais pas en partie, surtout, puisque l'Égypte elle-même elle a un problème majeur avec l'État islamique, avec Daesh, dans le Sinaï. C'est une région qui est voisine d'Israël et de la bande de Gaza. Ça, donc, on a une coopération sécuritaire qui maintenant est publique, en quelque sorte. Il y a un troisième indice qui est un soutien diplomatique. Le 9 octobre, je cite les exemples récents, le 9 octobre dernier, il y avait un projet de résolution présenté par la Russie qui n'a pas passé. La résolution n'a pas passé, mais elle a été soutenue, elle a été votée par l'Égypte, qui évoquait normalement la cessation des hostilités, la cessez-le-feu, sans mentionner les bombardements russes sur Alep. Ça a été soutenu par... Et ça d'ailleurs, c'était une raison de dispute publique avec l'Arabie saoudite. Je peux revenir là-dessus. Deuxième indice, surtout sur ce plan de soutien diplomatique, les dernières pourparlers de paix qui ont eu lieu le 15 octobre à Lausanne, à Genève, en Suisse. D'habitude, l'Égypte ne participe pas. Elle a participé. D'habitude, elle ne participe pas à ce genre de conférence, vu que son rôle est un plus ou moins marginal ou plus ou moins faible dans la crise syrienne. Mais c'est à la demande de l'Iran, qui a demandé à John Kerry, qui était normalement le parrain de cette réunion, elle lui a dit exactement, on ne participe pas à cette réunion que si l'Égypte participe et l'Irak. C'était en quelque sorte pour contrebalancer, pour faire contrepoids aux États-Unis, à l'Arabie saoudite, au Qatar et à la Turquie, qui sont censés être, bien sûr, du côté plutôt de l'opposition. Elle était seule, se trouvait seule avec la Russie, donc elle voulait 2 autres partenaires, et c'était l'Égypte et l'Irak qui ont participé d'ailleurs. Donc on voit très bien qu'il y a des indices clairs, politiques, sécuritaires, militaires, qui font que l'Égypte se rapproche en tout cas sur ses positions de l'Iran concernant la crise syrienne, qui est une crise majeure. Ça, c'est un premier facteur de rapprochement avec l'Iran. Il y a un deuxième facteur qui se trouve également dans le prolongement de la clé, du facteur principal que j'ai évoqué au début, c'est-à-dire cette hostilité aux frères musulmans, aux islamistes en général dans la région. Dans le prolongement de cette position, l'Égypte a établi des canaux de communication, des rapports, également plus ou moins secrets, mais on les connaît, avec les forces chiites dans la région. Donc il s'agit par exemple de Hezbollah, elle maintient des rapports, et il s'agit des Houthis, au Yémen, il s'agit également des chiites en Irak, à travers bien sûr le représentant officiel, le gouvernement de Bagdad. D'ailleurs, pour confirmer ça, il n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, l'Irak devrait normalement approvisionner l'Égypte en produits pétroliers raffinés, à la place de l'Arabie saoudite qui vient de fermer le robinet le 1er octobre, en fait, depuis 2 mois, octobre-novembre,
qui était normalement, l'Arabie Saoudite normalement a apporté à l'Égypte 40% de ses besoins énergétiques, enfin, produits pétroliers raffinés, selon un accord de 23 milliards de dollars sur 5 ans, payable sur 15 ans. Mais normalement, ça devrait assurer à l'Égypte 40% de ses besoins. C'est un accord qui a été conclu lors de la visite du roi d'Arabie Saoudite en avril dernier, en avril 2016, et qui devait assurer chaque mois 700 000 tonnes de produits pétroliers, avec un coût total de 23 milliards, qui sont payables sur 15 ans. Donc ils ont interrompu à partir du 1er octobre, à cause de la déposition de l'Égypte, surtout au Conseil de sécurité, et à cause de tout ce que je viens de citer maintenant, tous ces facteurs. Donc ils ont interrompu sans rien dire, jusqu'à nouvel ordre, sans même avancer de justification. C'est comme ça, pour des raisons techniques. Donc du coup, l'Égypte, on a pensé au départ qu'il allait éventuellement s'approvisionner en Iran, mais puisqu'il y a un problème avec l'Iran, ils ont pris un seul cargaison, mais après, ils se sont rabattus sur l'Irak, et grâce, on le sait très bien, grâce à une intervention ou une médiation de l'Iran et de la Russie, que l'Irak a finalement obtenu, enfin, il a pris le feu vert, en quelque sorte, de ces deux pays pour approvisionner l'Égypte en produits pétroliers. C'est un petit peu voulu, je peux expliquer, pour que l'Égypte, c'est un peu voulu, de la part de l'Égypte aussi, parce que c'est une sorte de pied de nez à l'Arabie Saoudite, parce qu'on peut éventuellement trouver autres fournisseurs, autres que l'Irak et l'Iran, bien entendu. Donc, l'Égypte a établi des rapports ou des canaux de communication et des rapports avec les forces chiites dans la région. Pourquoi? Parce que normalement, ce sont des forces qui sont censées être ou combattre les sunnites radicaux, les djihadistes sunnites, y compris Daesh et les autres. Donc, tout ce qui peut servir cet objectif de lutter contre les islamistes sunnites, parce qu'il s'agit de sunnites à ce moment-là, qui combattent l'Égypte, le régime égyptien, donc c'est bon. Et tout ça, bien sûr, rapproche, c'est un autre élément de rapprochement entre l'Égypte et l'Iran. Au point de vue régional, on voit que l'Égypte maintient des rapports avec toutes les puissances chiites, et bien sûr, le facteur principal, c'est la crise en Syrie. Donc, ce sont des deux facteurs qui expliquent un petit peu ce rapprochement entre l'Iran et l'Égypte, dans leur position régionale. En contrepartie, il y a des obstacles qui empêchent, qui mettent des limites. C'est pour cela que ça pose un dilemme à l'Égypte, finalement. Il y a des obstacles majeurs qui posent des limites sérieuses à un rapprochement, à une détente ou à un rétablissement, je dirais, des rapports diplomatiques, par exemple. Je parle également de deux obstacles. Je vais parler de deux obstacles. Le premier obstacle, c'est l'alliance avec l'Arabie Saoudite, pour évoquer l'Arabie Saoudite. Bien sûr, l'Arabie Saoudite, depuis 2011, depuis 2013 plutôt, depuis la chute des frères musulmans, la destitution du président des frères musulmans, issu des frères musulmans, Mohamed Morsi, juillet 2013, l'Arabie Saoudite est la grande bienfaitrice de l'Égypte, qui apporte une aide, je dirais, sans compter. Dès la première semaine de la chute des frères musulmans, elle a apporté 5 milliards de dollars. L'année suivante, c'est 2015, pardon. Mars 2015, elle promet 4 milliards supplémentaires. Et puis, en 2016, en avril 2016, lors de la visite du roi Salman, elle apporte 25 milliards, dont 23 pour les produits pétroliers. Et les autres sont des projets, des dépôts à la Banque centrale. Et vous avez plusieurs. Il y a des crédits à long terme. Et il y a également des dons. Donc c'est un ensemble d'aides colossales. C'est-à-dire, si on peut le comparer avec l'aide américaine à l'Égypte, l'aide américaine à l'Égypte, c'est 1,3 milliard de dollars par an, aide militaire, plus 200 millions d'aides économiques. Ça fait en tout et pour tout 1,5 milliard. Alors, si vous comptez les chiffres que je viens de citer, 25 plus 5 plus 4, l'Arabie Saoudite en 3-4 ans, elle a dépassé tout ce que les États-Unis ont présenté à l'Égypte il y a une quinzaine d'années. Donc, l'Arabie Saoudite est la grande bienfaitrice, c'est un soutien solide, régional et le moteur du régime actuel en Égypte, avec une aide financière et économique majeure et bien sûr très demandée de l'Égypte. Donc,
je dirais, dans son action régionale, l'Égypte ne peut pas aller trop loin des positions de l'Arabie saoudite. Si elle se rapproche de l'Iran, ça cause un vrai problème. Parce que, voilà, je viens de citer même une sanction saoudienne qui tombe le 1er octobre, il n'y a plus de produits pétroliers. Et qui se répète, bien sûr, sans le dire officiellement, qu'on arrête complètement, pour laisser la porte entrouverte à l'Égypte pour revenir au droit chemin. C'est un peu ça. Donc on laisse. Également l'Égypte, également c'est pareil. Même si on fait des pressions sur l'Arabie saoudite, enfin on fait des pressions, mais je veux dire, l'Égypte ici, quand elle se rapproche des positions de l'Iran, c'est en fait, elle répond à sa perception, la perception qu'elle se fait de ses intérêts nationaux. C'est-à-dire lutter contre les islamistes, etc. Mais pas au point d'aller jusqu'à antagoniser l'Iran. Elle n'a pas de problème majeur avec l'Iran. L'Arabie saoudite a un problème majeur avec l'Iran. Les deux jouent sur le même terrain de légitimité plus ou moins religieuse. L'Égypte, ça ne lui pose pas de problème. À partir du moment où les frères musulmans ne sont plus en Égypte, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est un facteur majeur et très important qui met des limites très importantes pour savoir jusqu'où l'Égypte peut aller. À mon avis, elle ne peut pas aller trop loin dans ses rapports avec l'Iran. D'ailleurs, je peux citer une anecdote, mais c'est ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours ou une semaine. Le ministre du pétrole égyptien qui devait se rendre aux Émirats pour une conférence sur quelque chose sur la production pétrolière, ça a été prévu qu'il aille en Iran pour discuter éventuellement de contrats. Et une fois que ce sont les Iraniens qui ont annoncé qu'il va se rendre en Iran, dès que ça a été public, il a dit non, je ne peux pas y aller, je suis à Abu Dhabi et je rentre. Alors qu'il voulait le faire. C'est son entourage qui l'avait dit qu'il devait, mais il devait le faire secrètement. Donc, on sent le gène du régime égyptien à déclarer ce rapprochement avec l'Iran. Et ça pose un vrai obstacle à l'action de l'Égypte vis-à-vis de l'Iran. Le deuxième obstacle, puis on peut se tendre sur des questions si vous voulez après, le deuxième obstacle majeur tient à la politique iranienne elle-même, l'activisme iranien dans la région. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple, je ne parle pas de la Syrie, puisque la Syrie, ils disent, voilà, c'est le régime syrien qui a demandé que l'Iran intervienne, donc qu'il soutient le régime en place, mais le Yémen, le Bahreïn, le Liban, cet activisme pose un problème parce que l'Égypte, elle se doit, la conception que le régime égyptien se fait de son rôle dans la région, c'est que c'est un pays leader. Si ce n'est pas le pays le plus important du monde arabe, au moins l'un des pays les plus importants du monde arabe. Donc elle se doit de défendre. Elle se projette déjà comme protectrice des pays du Golfe. L'Arabie saoudite compris, et y compris bien sûr le Bahreïn, etc. Donc elle ne peut pas se permettre de passer sous silence, alors que tous les pays du Golfe, qui sont des alliés du régime égyptien quand même, parce qu'il leur apporte une aide précieuse. Il ne s'agit pas seulement de l'Arabie saoudite qui apporte de l'aide, mais il s'agit des Émirats, il s'agit du Bahreïn, il s'agit du Koweït, qui apporte, bien sûr, dans des proportions de moindre importance, mais il apporte une aide importante. Et puis, il y a 3 millions d'expatriés égyptiens qui travaillent dans les pays du Golfe. Donc, tout ça, ce sont des facteurs non négligeables et qui font des transferts très importants pour l'Égypte, qui manque. Il y a une crise économique, une pénurie grave de devises étrangères. Donc, ce sont des facteurs qu'il faut absolument maintenir et même fructifier, alimenter et pérenniser. Donc, l'Égypte s'oppose, en tout cas le régime s'oppose comme étant un protecteur, un régime protecteur, l'Égypte protectrice des intérêts des pays du Golfe, etc., face à l'hégémonie iranienne, etc. Elle ne peut pas se défaire de cette rhétorique. Donc cet activisme iranien fait poser à l'Égypte pose un obstacle aussi, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller trop loin également dans ses rapports. Je dirais même, souvent les déclarations des responsables égyptiens dénonçaient, bien sûr à la suite de dénonciations des pays du Golfe, ils dénoncent eux aussi l'activisme iranien, l'intervention des affaires intérieures des autres pays arabes, l'Arabie saoudite compris, y compris l'affaire de l'exécution de Nimr el-Nimr, ils ont après saccagé l'ambassade de l'Arabie saoudite à Téhéran, etc. Donc à chaque fois, ils
prennent des positions, qui dénoncent la politique iranienne. Ils sont relayés par les médias, relayés, il ne faut pas l'oublier, par l'institution d'Al-Azhar, qui est quand même une institution religieuse importante, respectueuse en Égypte, qui, elle, donne à ce discours une connotation même sectaire, qui complique un peu les choses pour le régime égyptien. Et c'est vrai que peut-être par négligence, par inattention, le régime laisse parfois faire, et à un moment donné, il se trouve devant des intérêts qui le rapprochent de l'Iran, alors qu'il a laissé pendant des années Al-Azhar ou les médias ou des forces politiques aller critiquer la position de l'Iran, etc. Du coup, il se trouve un peu prisonnier de cette rhétorique qu'il a un peu laissé faire ou qu'il a parfois alimenté ou encouragé, pensant qu'il n'y a pas de prix à payer. C'est pas grave. On est allié avec les pays du Golfe, ça c'est le plus intéressant. L'Iran, c'est pas grave. C'est juste, on va payer des critiques supplémentaires pour l'Iran. Mais maintenant que le problème se pose, il y a des intérêts qui rapprochent avec l'Iran, ils se trouvent un petit peu prisonniers de ce discours qu'ils ont un peu laissé faire. Ce qui, bien sûr, empêche d'aller très loin, sinon ils vont perdre en crédibilité. S'ils étaient hier en train de critiquer l'Iran, et puis le lendemain, ils se rapprochent. Donc, pour conclure, je dirais que ces obstacles-là que je viens de citer, bien sûr, posent des limites importantes, je dirais, un rétablissement des rapports, ou un rétablissement officiel des rapports, mais ça ne va pas empêcher un rapprochement de fait sur des questions régionales. Ça restera éventuellement limité pour l'instant à la crise syrienne. Ça peut ouvrir d'autres rapports. Moi, personnellement, mon intuition personnelle, c'est que ça se joue là-dedans également une volonté égyptienne de sortir un peu du carcan de l'Arabie saoudite. On voit ça, c'est-à-dire, oui, l'Arabie saoudite donne de l'argent à l'Égypte, nécessaire, mais de là à suivre à la lettre sa politique, là, ils veulent poser une limite. Donc, c'est une sorte, je ne dirais pas presque un chantage, on n'est pas très loin. C'est-à-dire, bon, on va se rapprocher de l'Iran. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est l'alternative pour l'Arabie saoudite éventuellement si, bon, je vais parler du scénario catastrophe, que le régime tombe en Égypte, soit renversé? Pour les Saoudiens, s'ils font le calcul, il vaut mieux garder ce régime actuel plutôt qu'autre chose. On peut trouver éventuellement un compromis avec eux, de les laisser un petit peu une certaine liberté ou une marge de manœuvre sans vouloir les perdre complètement. Donc ce sont des rapports très difficiles à gérer. C'est un peu, l'Égypte joue serré, je dirais, un peu sur la corde raide, entre d'un côté concilier ses intérêts nationaux concernant la lutte contre les frères musulmans, les islamistes, etc., qui lui dictent un rapprochement avec l'Iran, et ses intérêts également d'alliance avec les pays du Golfe, qui sont le pourvoyeur de fonds majeurs, et qui, à un moment où l'Égypte est en crise économique aiguë, crise économique et financière aiguë. Voilà. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Hicham de ce remarquable exemple de réel politique et de dépendance à l'autre. Nous avons 25 minutes de discussion qui sera suivie du pot final pour conclure ces 3 demi-journées très chargées. Yves Chemeil, première question. Ce qui me paraît, si on revient à l'Iran, ce qui me paraît le plus intéressant, notamment dans ce que vous avez dit, M. Jalili, c'est on a une hésitation entre diverses possibilités. Il y a le pro-occidental, non-alignement, révolutionnaire, islamique et chiite. Je crois que la politique actuelle du gouvernement iranien est prisonnière d'une décision qui a été prise je ne sais pas quand et je ne sais pas où, mais vous savez mieux que moi, de soutenir le Hezbollah libanais dans ses rapports de force intérieurs au Liban avec notamment des sunnites. Et ce qui s'est passé en 2008 a en quelque sorte lié les mains du gouvernement iranien parce que en 2008, je rappelle pour ceux qui ça n'évoque rien, le Hezbollah descend dans la rue et désarme les sunnites qui étaient en situation de rapport de force intérieur avec le parti de Nasrallah. Et ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est une succession de décisions qui amènent l'Iran à alimenter de plus en plus, non seulement en armement,
mais en financement, les chiites du Liban. Et je dis les chiites, pas seulement le Hezbollah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, un certain nombre de ménages libanais, chiites, vivent en recevant de l'argent iranien. À partir de ce moment-là, vous êtes une puissance chiite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilités. Vous êtes même, en quelque sorte, télécommandé par les décisions, pas toujours judicieuses, mais quelquefois oui, du point de vue de leur parti et du point de vue de l'alliance avec l'Iran, que les dirigeants du Hezbollah prennent, y compris dans leur combat en Syrie. Et il n'y a plus guère de possibilité d'être autre chose qu'une puissance chiite. Même la puissance révolutionnaire, ça aurait été mieux d'un certain point de vue, c'est-à-dire laisser l'idée que, comme le stalinisme dans un seul pays, il y a le communisme dans un seul pays, mais c'est pas totalement perdu. Un jour ou l'autre, peut-être que ça redémarrera, ou alors on se transformera en porte-parole de l'ensemble des humiliés de ce monde. Ça, c'est terminé. Je ne vois pas comment on peut revenir sur ces choix qui contraignent terriblement l'Iran. Et je connais moins bien la situation en Irak, mais là encore, ils ont soutenu certaines milices irakiennes, et probablement là aussi, ils sont dans l'incapacité de peser durablement sur l'évolution de ce pays, alors que quand on s'est dit que les chiites avaient pris le pouvoir à Bagdad, et que beaucoup de leurs imams, mollahs et ayatollahs avaient été formés en Iran, à Qom et ailleurs, ça semblait être extrêmement simple sur le papier. Donc je crois qu'au fond, les jeux sont faits pour cette raison. Et ce qui nous a été dit sur l'Égypte est parfaitement évident de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'Égypte peut bien se rapprocher de l'Iran pour les raisons de bascule que vous avez évoquées, mais la limite est évidemment que si l'Iran reste le protecteur des chiites et qu'il fait comme les Russes avec les orthodoxes d'un certain point de vue au Moyen-Orient, au bout du compte, ça ne sera pas facile de sortir l'Iran, malgré lui, de ce coin dans lequel il s'est mis. Mohamed Reza. Oui, entièrement d'accord avec vous. Vous savez, en politique, il faut éviter, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut éviter de tomber dans un piège dont on ne peut plus s'en sortir. Et je pense que je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention, que le sectarisme, c'est le piège le plus grave dans lequel la révolution islamique ou l'Iran, tout simplement, pouvait tomber. À partir de là, on limite terriblement ses possibilités d'action et ses possibilités de manœuvre aussi. Donc, il ne fallait pas tomber là-dedans, mais ils sont tombés dedans. Et ça sera très difficile de s'en sortir. Ils ont perdu des pans entiers des possibilités d'action dans le monde musulman et au-delà d'ailleurs, parce que c'est trop de contraintes, c'est trop limité et c'est trop instable en plus. Le monde chiite, c'est pas à l'heure actuelle en tout cas, c'est pas un monde sur lequel on peut construire du dur. C'est du sable qu'on construit là. Là, il faut vraiment une chose que pendant des années ils avaient essayé d'éviter. Mais ils sont tombés dedans par une série d'accidents qui les ont dépassés aussi. Je ne dis pas qu'ils ont planifié pour tomber dans ce piège, mais ils sont tombés. Et voilà, ça sera très très difficile de s'en sortir. Parce que par exemple, l'Arabie Saoudite, il faut aussi trouver une solution. Il n'y a rien à faire. L'Arabie Saoudite, de l'autre côté du Golfe Persique, ils sont des voisins immédiats. Ils ont des intérêts communs au sein de l'OPEP, par exemple. Sur le prix du pétrole, qui est essentiel pour l'avenir économique de l'Iran. C'est pas un choix judicieux d'en faire de l'Arabie Saoudite ou de l'Arabie Saoudite de faire de l'Iran son principal ennemi. Donc tout cela, c'est un éloignement de l'intérêt national au sens vraiment intérêt. Et pas confessionnalisme, etc. Ça, je suis entièrement d'accord et je le regrette beaucoup. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la politique d'un État révolutionnaire. Cette histoire de slogan « mort à Israël », à quoi ça rapporte qu'est-ce que ça rapporte à l'Iran? Est-ce que ça a déjà rapporté un penny à l'Iran? Mort aux États-Unis. Pourquoi ils doivent mourir, les Américains? Est-ce que vous croyez qu'en disant 10 fois par jour mort aux États-Unis, les Américains ne dorment pas le soir? Mais on est là dans une situation
où on s'est englué dans un marécage qu'on s'est créé. Voilà. Bernard Hourcade, un petit complément. Oui, on dit que faire la politique, c'est pas forcément réussir des projets, mais c'est résoudre des crises qu'on n'a pas prévues. Et de ce point de vue-là, l'Iran suit les crises, essaie de les résoudre sans avoir une stratégie bien définie. Et ce que je retiens de la crise de Syrie, qui est quand même le cœur du problème, et la montée du djihadisme, c'est qu'après des errements, parce qu'on ne savait pas trop qui était l'ennemi, avec les printemps arabes et les revirements en Égypte ou ailleurs, on voit aujourd'hui un certain nombre de pays s'opposer à Daesh d'une façon générale, qui s'assert à l'Arabie Saoudite, pour qui c'était devenu un ennemi, et pour tout le monde c'est un ennemi commun. Et donc la Turquie a changé de politique, mais joue le jeu maintenant, l'Iran aussi, l'Égypte aussi. Il y a un consensus pour éradiquer Daesh d'une façon ou d'une autre, parce que c'est considéré comme le danger principal pour tout le monde. Donc il y a une espèce de consensus régional pour résoudre ce problème-là, qui sert aussi l'Arabie Saoudite, paradoxalement. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas maintenant vers cette restructuration, étant donné que aussi la Russie a pour principe, si la Russie intervient en Syrie, c'est pas par amour de l'Iran simplement pour garder les bases de Tartous, c'est parce que les Tchétchènes et les islamistes russes sont les plus nombreux en Syrie. Et donc, on connaît l'amitié qu'il y a entre les Tchétchènes et Poutine, et c'est une raison majeure immédiate pour la Russie d'intervenir. Autrement dit, il y a là une convergence d'intérêts qui permettront toute guerre et tout drame à susciter à la fois une nécessité de solution, et que effectivement l'Arabie Saoudite et l'Iran sont condamnés pendant 3000 ans à vivre côte à côte, il faut bien trouver une solution. Et de ce point de vue-là, on revient maintenant, après la crise syrienne peut-être qui est dramatique, mais qui peut aboutir à une certaine rationalisation, en revoyant l'Égypte, la Turquie et l'Iran, retrouver une solution plus durable. Une petite anecdote sur la durabilité, et qui est une anecdote, qui n'est pas tellement de rapport avec le sujet, mais quand même, je n'hésite pas à l'envie de le dire après l'exposé de Clément, sur les Russes. Un diplomate iranien qui accompagnait la première délégation russe après la signature de l'accord sur Bouchir, il reconstruit sa centrale nucléaire. Et donc des diplomates russes sont invités pour visiter le site, et ils disent non, on va directement au bord de la mer. Bon, si vous voulez, alors le taxi continue, au bord de la mer, les Russes des choses rentrent dans les pieds dans l'eau et se font photographier. Les Russes, pour la première fois, avaient touché les mers chaudes. Merci Bernard. D'autres questions? Oui, j'avais une question à M. Mourad. Je suis là. Qui parle? Oui, parle. Voilà. C'était à propos de l'activisme, disons, iranien dans le monde chiite. Autant c'est incontestable cet activisme comme vestige de l'histoire révolutionnaire, entre guillemets, de l'Iran au Liban. Par contre, ce qui est Bahreïn ou Yémen, est-ce que ce n'est pas un peu malgré eux qu'ils ont hérité du bébé? Et est-ce qu'on a la mesure de faire une comparaison entre les aides iraniennes à ces deux pays, aux franges chiites, que par exemple au Liban? Hicham, puis Clément pour répondre. Vas-y. C'est un fait, en fait, si vous voulez. Hein, l'Iran soutient d'une façon ou d'une autre, bien que c'est parfois exagéré, hein, je dois le dire, hein, c'est parfois très exagéré pour des raisons de politique intérieure, surtout au Yémen. Je ne pense pas que... Enfin, c'est pas eux qui ont déclenché, également concernant le Bahreïn. Mais bon, on veut bien sûr, donner des dimensions un peu plus exagérées. Les régimes en place, enfin, je parle du Bahreïn par exemple, le régime en place également au Yémen, mais surtout l'Arabie Saoudite, on essaye de donner des dimensions beaucoup plus importantes que la réalité des choses, pour justement, pour des raisons de politique intérieure, et également pour mobiliser une coalition, un soutien international, etc., régional, etc., contre l'Iran et diaboliser plus ou moins l'Iran. Moi, c'est ma conviction que la réalité des choses, en fait. Jean, puis Clément. Oui, non, simplement faire un commentaire sur ce que disait Bernard Hourcade. Effectivement, il disait que désormais, il y a une clarification avec la lutte contre Daesh, et effectivement, le fait que désormais, la Turquie, les Kurdes syriens, le régime de Bagdad, tout le monde... En réalité, oui, aujourd'hui, tout le monde veut combattre Daesh, alors que personne ne voulait combattre Daesh en 2014. Mais en même temps, ça crée aussi une situation
qui est une situation de conflit, parce que même si l'objectif est le même, en réalité, les différents acteurs n'ont pas du tout les mêmes objectifs et pas du tout la même vision du règlement du conflit. Et on voit bien que ça génère aussi du conflit. Ça générait du conflit entre la Turquie et Bagdad, ça générait du conflit entre la Turquie et le PYD. Donc il y a là, ça n'est pas joué. Bon, c'est sûr qu'il y a un nouvel objectif, mais qu'en même temps, on peut se demander si ça génère pas, ça avive pas non plus des conflits entre les acteurs. Clément, sur le jeu iranien au Bahreïn, par exemple? Oui, et puis sur... monsieur est parti tout à l'heure qui disait que l'Iran était tombé dans le piège, par exemple, des milices chiites, etc. Mais souvent aussi, l'Iran est appelé. Donc, par exemple, avec les Houthis au Yémen, il y a une dynamique qui est différente entre la puissance régionale et l'acteur local. Où c'est l'acteur local qui va susciter le soutien ou qui va mobiliser des références idéologiques qui sont propres à la révolution islamique d'Iran. Où c'est pas l'Iran qui a une stratégie préétablie, etc. Donc pour nuancer ce fait que l'Iran tombe toujours dans le piège. Et au Bahreïn, on retrouve aussi cette situation où les mollahs locaux font appel aussi à une dimension de la révolution islamique, puisque la première tentative de coup d'État de l'Iran au Bahreïn date de 1981. Ensuite, il y a de nouveau dans les années 90. Donc il y a un passé aussi de l'intervention de l'Iran, de politique de changement de régime de l'Iran au Bahreïn. Donc ça, c'est une rhétorique. C'est vrai qu'après, dans les faits, évidemment que chaque régime autoritaire va exagérer la menace extérieure du fait de sa perception de sa propre vulnérabilité, en fait. C'est ce que le président Obama a bien expliqué dans une interview sur les pétromonarchies du Golfe, et le fait, quand il voulait s'opposer à leur opposition à l'accord sur le nucléaire iranien et à sa nouvelle politique iranienne. Il leur disait, mais en fait, votre perception de la menace iranienne est liée à vos propres vulnérabilités. Donc vous avez qu'à construire un régime politique démocratique, reconnu, qui apparaît aux yeux de votre propre population comme légitime et qui intègre les minorités qui s'opposent à vous. Bien sûr que l'Iran est une puissance opportuniste qui va profiter des vulnérabilités de ses rivaux régionaux. Donc du coup, c'est vrai que cet activisme crée des limites pour la politique régionale de l'Iran, mais il faut bien reconnaître que ça crée des opportunités. Donc on le voit au Bahreïn, où l'Iran fait toute une propagande sur l'islam américain. On va retrouver ce discours de Roménie qui n'a rien de nouveau. On exagère beaucoup cette guerre froide Iran-Arabie Saoudite. Et là, je rejoins l'article de Yann Richard dans la revue Moyen-Orient. Il dit qu'on donne trop d'importance à ce phénomène, parce que c'est pas vraiment nouveau. Et au Yémen, ça correspond exactement aussi à la rhétorique de la République islamique sur l'alliance entre les marchands d'armes occidentaux et les régimes autoritaires, les monarchies du Golfe. Donc là aussi, on voit en termes de propagande, il faut distinguer ce qui est les intérêts et la diplomatie publique. Je pense que l'Iran est plus performant dans la diplomatie publique qu'en dans la défense de ses propres intérêts. Merci. Question. Merci, je vous remercie pour cette intervention et le débat très enrichissant. Je voulais parler par rapport à la crise syrienne. Parlez plus dans le micro, s'il vous plaît. Je voulais citer une analyse intéressante d'un historien suisse, Daniel Ganser, il évoque un épisode un peu moins connu par rapport à cette crise, que ça peut aider, ça peut offrir une compréhension majeure. Et dans 2009, Qatar, il avait trouvé des nouvelles ressources de gaz dans une zone en commun avec l'Iran. Et ils ont proposé à Assad de construire une pipeline qui a traversé Arabie Saoudite, Irak et Syrie et arrivé jusqu'à l'Europe. Ensuite, Assad, il a dit non. L'année après, Iran, il a proposé de construire cette pipeline, pareil, qui traverse Irak, Syrie, vers Europe. Et Assad, il avait dit oui. Et de là, l'analyse, il portait une dimension économique. Et Russie, bien sûr, il va soutenir, il va défendre son Gazprom, son pipeline principal. Et donc, cette analyse, ça m'a semblé quand même intéressant et complémentaire sur le point de vue économique. Comment les pays de la zone sud de Golfe Persique, ils avaient quand même pas l'intérêt à un Assad qui reste au pouvoir. Et dans les analyses de Ganser, il ajoute quand même que la présence des milices, des groupes combattants formés
à la fois soutenu par Qatar ou Arabie Saoudite, ça pouvait être en continuation de cette histoire, parce qu'ils ont quand même l'intérêt d'un changement de régime, et Russie et l'Iran, non. Donc ça me semblait quand même intéressant d'ajouter juste cette analyse et demander qu'en pensez-vous. Je vais me donner la parole. Nous avons eu ce débat il y a exactement 1 an ici même, puisque les journées internationales étaient consacrées aux questions énergétiques au Moyen-Orient, et en particulier aux questions gazières, et la question des motivations gazières dans le développement de la guerre en Syrie est arrivée sur le tapis, effectivement, le 2e jour. Avec les arguments que vous avez avancés, à quoi un certain nombre d'intervenants, dont moi, ont opposé que la chronologie n'était pas tout à fait celle-là. C'est-à-dire que si on regarde finement la chronologie du développement de la guerre en Syrie, on s'aperçoit que l'Arabie Saoudite comme le Qatar ont décidé finalement assez tardivement de soutenir une insurrection qui, au départ, je le rappelle, était une insurrection démocratique et libérale, et absolument pas une insurrection islamiste, djihadiste et pro-saoudienne. Bon. Et que donc, jusqu'à l'été 2011 au moins, voire à l'automne 2011, ni les Qataris ni les Saoudiens ne se sentaient vraiment devoir combattre Assad, outre le fait qu'ils avaient de gros intérêts, y compris immobiliers, à Damas même. Donc la thèse existe, elle est connue, mais je dirais elle s'inscrit dans un tableau général qui voudrait que les intérêts pétroliers et gaziers et le tracé des gazoducs et des oléoducs soient un élément déterminant de l'entrée en conflit. Il ne s'agit pas de nier qu'il n'y a pas de pétrole ou de gaz au Moyen-Orient, bien évidemment, mais à mon avis, la thèse, en l'occurrence, en ce qui concerne la Syrie, me paraît discutable. Elle a été discutée ici même il y a 1 an pile. Voilà, merci. Autre question? Avant-dernière question, peut-être? Oui, monsieur? Moi, merci pour votre intervention. Ce qui me questionne, la question que je me pose dans un premier temps, c'est sur l'Iran et sur donc la reconfiguration voilà, au niveau local, régional et sur une plus grosse échelle des puissances nationales là-bas. L'Iran, est-ce qu'il n'y a pas sur la religion chiite une notion de messianisme, en fait, qui peut être aussi entendue comme le messianisme révolutionnaire soviétique ou en tout cas cet au-delà qu'on devrait atteindre? Ça, c'est la première question que je me pose, avec la nature chiite, en fait, de l'histoire chiite, donc messianisme. Et ensuite, donc c'est juste une évocation. La deuxième chose, c'est est-ce que toutes les puissances-là sont en train de maintenant attaquer Daesh, ou en tout cas de se mettre d'accord sur Daesh, mais en tout cas de tirer parti de la décomposition de Daesh, alors qu'il n'en a pas été toujours ainsi, et que, notamment par rapport à l'axe Turquie-Arabie Saoudite, c'est la deuxième question en fait que votre intervention m'évoque. Il y a des accusations, comment dire, de collaboration, en tout cas voilà, jusqu'à très tardivement, de collaboration militaire, en tout cas tactique, entre la Turquie et également un financement avec Daesh et aussi un financement de l'Arabie Saoudite. Il y a la troisième réflexion, ce qui me vient à l'esprit, c'est un petit peu décousu, mais c'est l'identité des régimes, c'est-à-dire l'identité de nature des puissances qui sont inscrites sur ce territoire, et comment en fait certaines vont pouvoir dégager, de par leur nature, de par leur façon de fonctionner, une influence vraiment plus large sur le territoire, comment certaines ne pourront pas se dégager d'une influence et d'un rapport de pouvoir en fait territorial et ne dépasseront pas ce rapport de pouvoir territorial immédiat, et comment d'autres vont pouvoir émerger sur des rapports de pouvoir et des puissances qui seront plus larges. Et du coup, là maintenant, tout le monde est d'accord, enfin, le dernier point, tout le monde est d'accord maintenant pour éliminer Daesh, mais c'est in fine, après une suite d'élaboration, et c'est peut-être avec cette élimination que tous les rapports d'échelle sur les relations internationales et sur les rapports d'influence, de contrepartie vont se dégager vraiment avec la fin de Daesh. C'est peut-être moi je ne suis pas spécialiste, donc je vous pose ça, c'est ce que ça m'évoque. Hein. Qui veut répondre? Oui, Clément. Parce que ça a été dit plusieurs fois sur tout le monde est d'accord pour éliminer Daesh. Je serais beaucoup plus nuancé en fait, parce que par exemple,
pour les pétromonarchies du Golfe, éliminer Daesh, c'est souvent donner, disons, une sphère d'influence nouvelle à l'Iran. Donc bien sûr qu'ils sont d'accord pour éliminer Daesh, parce que Daesh a désigné l'Iran, l'Occident et l'Arabie Saoudite comme ses principaux ennemis. Donc par ce fait-là, par la désignation de ces entités dans le même cercle d'ennemis du même groupe, tous se rejoignent pour vouloir éliminer leur adversaire. Mais maintenant, par exemple, sur la méthode, vous avez vu le Congrès américain, tout le monde est d'accord, je reviens, a accusé l'Iran et la Russie de crimes de guerre. John Kerry a accusé l'Iran et la Russie de crimes de guerre en Syrie. Ce que Gilles Kepel appelle les islamo-gauchistes pensent que l'Iran et la Russie, Christophe Hayat n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage, parce que le journal Le Monde passe son temps à présenter l'Iran et la Russie, souvent à raison, parfois c'est exagéré, à travers le prisme de l'acteur révolutionnaire syrien. Donc, et c'est vrai que si vous regardez la méthode de l'Iran et la Russie en Syrie pour éliminer Daesh, c'est de soutenir un régime autoritaire. Donc les sociologues comme François Burga ou ce que Gilles Kepel désigne comme islamo-gauchistes vont vous répondre que cela va produire encore plus de terroristes. Donc ils sont d'accord sur le plan rhétorique, mais dès qu'on passe à l'application pratique, la mise en œuvre d'une politique, là il n'y a plus d'accord. Donc on ne peut pas parler d'une politique commune, on peut simplement parler d'un accord sur l'objectif, sur le plan rhétorique, dans les discours des dirigeants. Et là, donc c'est quand même une nuance importante. Et c'est vrai que sur l'Iran et la Russie, ça a un impact direct, parce que c'est l'émergence de Daesh qui, en fait, notamment par rapport au logiciel français, si vous regardez par exemple le traitement dans le journal Le Monde, hein, qui est le journal de référence, soi-disant, en France, vous allez vraiment avoir un changement après les attentats du 13 novembre. Parce que là, ça devient plus difficile pour un journal comme Le Monde de soutenir la révolution en Syrie, d'où les djihadistes qui attaquent la France organisent des attentats contre la France. Parce que les États construisent des récits sur la région en fonction de leurs intérêts de sécurité nationale, à la fin, in fine. Et donc chacun évolue dans la lutte contre Daesh en fonction du fait qu'ils sont désignés comme cible. Et là, il faut reconnaître que l'Iran a réussi, parce que l'Iran n'a pas encore été attaqué par Daesh, malgré le fait qu'ils sont une cible prioritaire du groupe terroriste, et les Iraniens ont réussi à préserver la sécurité sur leur territoire. Et là, je pense qu'on peut saluer quand même une réussite de la République islamique. Merci. Je pense qu'on n'a pas répondu à l'ensemble de votre question. On me dit que les étudiants avaient préparé des questions. Laquelle souhaitez-vous poser? Parce qu'il y a une longue liste. On vient de me donner une longue liste. Donc, que je découvre à l'instant. Vous avez droit à une question dans votre liste. Choisissez la question. Deux. Quel laxisme. Le temps que le micro arrive. Voilà, par ici. Alors, première question. Deuxième, si vous voulez pas. Oui, bonjour. Puisque un des intervenants est absent, on aurait bien aimé que l'un de vous peut-être rappelle la position de l'Iran vis-à-vis des pays maghrébins, des trois principaux, Tunisie, Algérie, Maroc. Oui. Deuxième question, tant qu'à faire, on aura les deux enregistrés. Oui, moi, ce serait une petite précision pour Monsieur Djalili. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la révolution tunisienne et la position justement de l'Iran après par rapport à la Syrie, est-ce que finalement c'est pas en fait la tournure de la révolution tunisienne qui n'était pas en fait une révolution qui s'était avérée si comme il a été dit de réveil islamique, est-ce que c'est pas ça qui a aussi à pousser un petit peu après l'Iran à moins soutenir les mouvements révolutionnaires des printemps arabes par la suite? D'accord. Bon, les deux questions se rejoignent. Mohamed Reza, vous voulez intervenir sur Iran-Maghreb? Oui. Bon, le Maghreb, c'est très loin de l'Iran. Il faut savoir que si l'Iran est intéressé au monde arabe, c'est au Mashrek. Le Maghreb, c'est autre chose. Et puis, historiquement, le Maghreb est tourné vers l'Europe occidentale, alors que le Mashrek fait partie de l'Empire ottoman, etc. Donc, et puis il y a le problème israélien qui n'existe pas au Maghreb. Donc ça c'est une première idée. La deuxième idée c'est que l'Iran bien sûr voudrait avoir des relations apaisées avec les trois États du Maghreb.
parfois, d'ailleurs, il y a eu une collaboration très étroite dans les moments difficiles. Par exemple, pour trouver des solutions à la crise des otages. L'Iran et l'Algérie ont beaucoup travaillé ensemble. Et l'accord qui a été trouvé pour les otages, c'est l'accord d'Alger. En fait, vous savez, c'est donc il y a eu des moments où, pour des raisons politique du moment, disons, sans rentrer dans les dimensions idéologiques, il y a eu des collaborations. Au Maroc aussi, il y a eu des problèmes, parce qu'on a accusé l'ambassade d'Iran, parce qu'il y a une chiitisation rampante dans les communautés maghrébines en Europe, et que ces communautés marocaines de retour au Maroc pouvaient créer un mouvement de type chiite, etc. Et il y a eu donc renvoi de l'ambassadeur d'Iran à Téhéran, et l'ambassadeur était d'ailleurs un mollah. Alors là, le doute avait été quand même... donc pour le moment, il y a des tentatives de relancer les relations. Par rapport à la Tunisie, oui, mais la Tunisie, bon, d'abord au début, on a pensé aussi que c'était une révolution démocratique, etc. Ça, l'Iran ne s'est pas opposé, et tout en pensant que finalement, c'était les islamistes qui allaient l'emporter. Mais c'était loin de nouveau de l'Iran. Là où l'Iran a été vraiment impliqué dans les révoltes arabes, dans les printemps arabes, c'est dans la Syrie. C'est ça parce que l'Irak, c'est autre chose, ce n'est pas le printemps arabe. Donc, c'est la Syrie. Et dans les autres pays, comme on le disait tout à l'heure, Bahreïn ou le Yémen, le rôle de l'Iran est quand même assez marginal. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, parce que c'est un moyen de commencer à trouver une solution. Ça sera difficile de trouver une solution en Syrie ou en Irak, mais c'est possible de trouver un modus vivendi avec l'Arabie saoudite à travers la question du Yémen, où l'Iran est vraiment très indirectement impliqué, et ça ne fait pas partie non plus de son espace géopolitique immédiat, et ça aiderait vraiment à solutionner cette coalition sunnite de 10 États, etc., qui bombardent tout le temps le Yémen sans résultat d'ailleurs. Ça mettrait un terme, parce que le Yémen, vous savez, c'est l'Afghanistan de l'Arabie saoudite, c'est l'Afghanistan de la péninsule arabique, globalement. Donc personne ne peut rien faire pour changer les choses comme ça contre le Yémen. Donc voilà. Trois petites remarques pour rebondir sur ce que vient de dire Mohamed Reza, et puis une remarque finale finalement. L'Algérie soutient les républiques arabes et soutient Bachar el-Assad au nom de la solidité des États républicains et de la menace islamiste que l'Algérie a vécue concrètement dans les années 90. Pour ce qui est du Maroc, les relations sont effectivement fluctuantes. Ce qui m'a paru intéressant à plusieurs reprises, c'est que le Maroc a eu des relations tendues avec l'Iran, voire même a rappelé son ambassadeur à Téhéran, quand il y avait des attaques contre Bahreïn. Donc il y a une relation très étroite entre Bahreïn et le Maroc, qui fait que les relations du Maroc avec l'Iran dépendent un peu de la politique du Bahreïn. Pour ce qui est de la Tunisie, mais aussi de l'ensemble des révolutions arabes, le point de vue initial des Iraniens, c'est que sont bonnes toutes les révolutions qui affaiblissent des régimes pro-occidentaux ou pro-américains. Donc là, c'est pas du tout l'argument chiite qui joue, c'est, bon, si la Tunisie, c'est pas tellement important, c'est loin, c'est petit, etc. L'Égypte, régime pro-américain, si ça tombe, et en plus, s'il y a un régime islamique à la place, ça, c'est bon. Bon. Mais la lecture, c'est tout ce qui affaiblit l'Occident est bon dans une logique de réelle politique nationaliste. Et la dernière remarque pour Bahreïn, c'est que, on tape sur l'Iran à propos du Bahreïn. Je rappelle quand même que les troupes étrangères qui sont entrées en mars 2011 au Bahreïn étaient des troupes saoudiennes et non pas des agents de Téhéran. Bon, je tiens quand même à le rappeler, parce que, si intervention étrangère il y a eu dans des conflits liés aux révolutions arabes, ça a commencé à Bahreïn en mars 2011.
Voilà. Et la police émirati aussi. Oui, mais enfin, je veux dire, bon, le gros des troupes, je les ai vus sur place, le gros des troupes, c'était quand même les troupes saoudiennes, bon, de la garde nationale, etc. Je remercie les intervenants, je remercie le public, merci pour votre assiduité et pour la très grande qualité des débats. On a vraiment beaucoup appris et je pense qu'on a pas mal échangé. Merci et à l'année prochaine. Voilà. Bon, il y a un petit, je sais pas, petit pot goûter à proximité Petit pour goûter. vous remercier in fine. Merci.